Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. 50e épisode oui. de Kick le Boomer Dream, incroyable. Mais c'est vrai que quand on y pense, parce qu'on se dit qu'on avait lancé ça il y a presque un an maintenant, ouais. Pas tout à fait. On a sauté. L'anniversaire sera dans un an, enfin dans un mois pardon. Et je dis que effectivement au début on s'était dit déjà faut qu'on atteigne les 10 épisodes. Si vous vous souvenez, je pense en plus au tout début on en avait parlé. C'est la fameuse stat de il y a 95% des podcasts qui vont pas jusqu'à l'épisode 10. Ah ouais. Du coup, on s'était dit, déjà, on va aller jusqu'à l'épisode 10. Et au final, regardez, presque un an après, 50 épisodes après, on est toujours là, toujours très heureux. Et franchement, plus le temps passe, plus on aime vraiment faire des podcasts. Donc ça, c'est cool. Donc, 50e épisode. Épisode peut-être un peu spécial. À chaque fois, les chiffres ronds, on essaye de faire un truc un peu particulier. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut peut-être commencer par les boom anecdotes et les questions d'abonnés avant? Ouais, comme d'hab, on fait le petit fil conducteur. Avant d'annoncer le thème. Alors, peut-être une petite chose avant de démarrer. Déjà, un grand merci à vous de nous suivre parce qu'on voit vraiment que l'engouement pour le podcast augmente et vraiment ça nous fait vraiment plaisir. C'est ce qui fait aussi que 50 épisodes après, on est encore là parce que si personne nous écoutait, forcément, ce sera arrêté un petit peu avant. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des nouvelles sorties. Et puis, à toujours mettre des 5 étoiles ou des pouces bleus, ça dépend des plateformes, parce que maintenant on est également en podcast sur YouTube, donc n'hésitez pas vraiment à mettre ce type de notes, ça nous fait vraiment plaisir, et en plus ça nous aide à chaque fois pour les invités, etc. Ça permet un petit peu parce que c'est difficile d'avoir les stats sur les podcasts, il y a plein de plateformes, alors que YouTube, forcément quand vous êtes youtubeur, vous avez juste à montrer votre nombre d'abonnés, votre nombre de vues, et c'est public pour tout le monde. Les podcasts, ça l'est un peu moins, et c'est vrai que quand vous mettez comme ça des notes un petit peu partout, la personne qui nous connaît pas, qu'on veut inviter, dès qu'elle tape notre nom, elle voit tout de suite qu'on a plein de notes, et donc elle sait que derrière il y a beaucoup d'abonnés, et ça nous aide à pouvoir avoir des personnes vraiment inspirantes et puis qui aiment aussi faire des podcasts, et ça c'est important. C'est clair. Donc un grand merci à vous, et on enchaîne du coup sur les boom anecdotes de cette semaine. En fait on l'a déjà dit je pense, mais vous allez voir que dans l'Imo Dream il y a des cycles. Et là, on est reparti pour un cycle. On se disait, oui, ça va, on n'a pas trop de problèmes. Des fois, on était même limite à court de boom anecdotes. Et alors là, je sais pas, ça fait 2 semaines là. Je sais pas, la vie nous rattrape ou je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on repart sur des problèmes. Alors, rien de trop grave, mais des trucs qui prennent de la charge mentale en fait. Dans des périodes où vous êtes un peu fatigué, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui nous est arrivé cette semaine En fait, c'est justement quand on dit souvent la loi des séries, c'est qu'en plus dans ce type de période, vous avez plein de problèmes qui arrivent en même temps. Et alors, comme le dit Marie, c'est pas des problèmes qui sont graves, mais en fait c'est des problèmes où en fait vous en avez juste marre. Là cette semaine, j'ai un de nos preneurs d'un local commercial avec qui on n'a aucun souci, tout se passe très bien, qui m'a appelé parce qu'apparemment il y a des vitres de la vitrine qui s'est fissurée. Et en fait, c'est pas grave parce que toujours pareil, c'est au preneur de faire intervenir son assurant, etc. Mais vous, ça vous fait un peu de charge mentale. Vous dites, mais comment ça se fait que la vitre s'est cassée? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a dégradée? Enfin, tout de suite, vous êtes obligé de vous poser des questions parce que ça reste votre bien. Oui, et puis t'as pas envie non plus que ton preneur il se retrouve avec une vitre pétée, qui puisse plus faire son activité. C'est ça, ça veut dire des loyers qui rentrent pas. Enfin, vraiment, c'est source un peu d'inquiétude quand même. Exactement. Quand on sait le prix des menuiseries en plus. Ouais, c'est ça. Autant vous dire, on a mis 15 000 balles dans des menuiseries pour un autre local. Donc autant vous dire que moi, dès qu'on me parle de vitrine cassée, moi je vois seulement le rouge sur le compte bancaire, c'est tout quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça qui complique un petit peu en ce moment. En plus, c'est vrai qu'on a beaucoup de projets en même temps, ça on l'a choisi, mais il y a plein de petits problèmes qui vont venir un petit peu ralentir ces différents projets, et on est obligé de les régler les uns après les autres. En fait, on passe des journées où en fait on a fait que jongler d'un problème à l'autre, et on arrive, il est 23h, on est explosé. Et c'est vrai que c'est des périodes qui sont un petit peu dures, mais bon, on sait, c'est toujours pareil, faut mettre le casque, serrer
serre un peu les coudes et puis d'ici un mois et demi, je pense qu'il y aura beaucoup qui seront réglés. Clairement. Donc là, il y a la vitrine sur les locaux commerciaux cette semaine. On a un preneur, on vous en a déjà parlé de ce local-là, c'est celui où on a justement changé les menuiseries. On a 2 locaux avec lui parce qu'il a voulu faire deux activités différentes. Et en fait, on est en désaccord avec lui. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Il est plutôt jeune, je pense qu'il a peut-être 2 ans de moins que nous, un truc comme ça. Et je pense qu'il a un peu mal calculé son coût. Je sais que ses parents sont derrière financièrement pour pouvoir payer les loyers, etc. En fait, il s'est mis en tête qu'on allait payer une partie de ses travaux. Sauf que c'est absolument pas prévu je comme pense ça. qu'il confond bail d'habitation où effectivement on doit donner des locaux où tu peux, un bien où tu peux disposer de suite. Là, il a décidé de prendre lui-même des locaux commerciaux où il y avait un peu de travaux et de l'aménagement. Et en fait, il nous le reproche. Donc voilà, on sait pas trop où ça va partir. Oui. Est-ce qu'on est inquiet? Je sais pas. Parce que juridiquement non en fait, parce que le bail commercial c'est quand même, il est quand même très bien défini là-dedans. C'est-à-dire que nous, ce qui vous concerne en tant que propriétaire sur un bail commercial, c'est hors de hors d'air. Donc en fait tout ce qui est toiture, mur porteur, vitrine, justement ces locaux-là, on a pris à notre charge, on s'est occupé des vitrines et de la façade. Donc en fait on a rempli nos obligations de propriétaire là-dessus, mais les travaux intérieurs ça le regarde. Surtout qu'en plus c'est toujours des fois un petit peu un sujet que vous pouvez avoir souvent avec des preneurs commerciaux qui connaissent pas forcément vraiment comment fonctionne un bail commercial. Ils ont souvent tendance à se référer au bail d'habitation où c'est vrai que là tous les travaux sont à la charge du propriétaire, c'est normal. Mais sur un bail commercial, le jour où votre preneur en fait il revend son fonds de commerce, en fait il va le vendre à un certain prix et dans ce prix il pourra notamment valoriser les travaux qu'il a fait à l'intérieur. Donc certes les travaux ça bénéficie aussi au propriétaire parce que le local est mieux, mais en même temps nous on risque de jamais récupérer la jouissance de ce local parce qu'en fait il va simplement être transmis de preneur en preneur lors des sessions de fonds de commerce et en fait les travaux ils se valorisent là-dedans. Donc je comprends que pour lui ça fasse une charge au début, mais en fait c'est une charge qui récupérera plus tard et en fait c'est pas dans la constitution même des baux commerciaux, c'est pas le propriétaire peut faire un geste et prendre une partie, ce qu'on a fait en plus avec lui, ce qui a été l'objet de la négociation au début, mais c'est pas du tout acté qu'en fait tous les travaux seront payés par le propriétaire, c'est pas comme ça que ça marche et le problème c'est que je sais pas ce qui s'est passé. Moi je pense que c'est surtout qu'il a pris beaucoup de retard sur l'ouverture de ses commerces parce que ça fait maintenant quasiment 1 an que peut-être pas 1 an qu'il paye les loyers, mais au moins 1 an qu'il a les clés et que donc au début il payait pas le loyer parce qu'il devait faire ses travaux et le problème c'est qu'il a énormément tardé, il a changé de projet sur ce qu'il voulait faire également, sur la manière dont il voulait disposer, faire ses travaux dans le local, donc il a perdu beaucoup de temps, mais ça malheureusement c'est de son fait à lui et du coup maintenant je pense qu'il nous reproche un petit peu le fait que il paye des loyers alors qu'il a pas encore ouvert ses locaux commerciaux, mais ça malheureusement nous en tant que propriétaire on n'en est pas responsable quoi. Donc c'est pas une grosse source d'inquiétude, c'est juste que ça nous fait encore une fois de l'administratif, du suivi, des relations qui se tendent un petit peu et c'est vrai que nous on n'aime pas trop être en tension avec nos différents partenaires tout simplement. Oui. Surtout que je pense en plus ce qui est un peu compliqué c'est que les parents s'en mêlent, la maman elle a l'air très émotive et je peux comprendre. Après nous on reste un peu de marbre, je vous avoue, l'empathie c'est bien mais là en fait c'est du foutage de gueule. Et en fait, ils ont pas compris visiblement, donc on va leur faire comprendre que ça se passe pas comme ça avec nous et que en fait à chaque fois, je pense que ça arrivera de moins en moins parce qu'on vieillit, tu vois. Mais je pense qu'ils se doutent jamais sur qui ils tombent en fait. Je veux dire, au bout d'un moment, nous on sait limiter les risques, surtout d'un point de vue juridique. Aucune demande n'a été faite de leur part par écrit pour la prise en charge de ci, de ça. On a un architecte carrément qui se retourne contre nous. Parce que je ne sais pas, en fait, je sais pas ce qu'il veut. En fait, l'architecte, il a été appelé par le preneur pour l'aider à faire ses plans. Et en fait, il a dit à son architecte que c'est nous qui allons régler la facture le preneur a dit à son architecte alors que c'était nous qui allons régler sa facture, alors que ça n'a jamais été vu comme ça, qu'on n'a jamais signé aucun ordre de mission avec l'architecte et qu'en plus on le connaît pas et que si on avait eu besoin d'un architecte, on n'aurait pas fait appel à celui-là parce qu'en plus c'est un rigolo. Honnêtement, j'aime déjà pas beaucoup les architectes de base, mais alors celui-là, vraiment, il a l'air mauvais. Oui, vraiment, c'est un peintre. Il y a plein de trucs qu'il a pas fait correctement. Donc là encore, on part pas dans les tours. On le laisse nous envoyer un recommandé auquel on répondra avec grand plaisir, sachant qu'en plus, moi, j'ai un métier à déontologie, comme les architectes. Et franchement, je suis un collab sur la déonto, donc il va bien aller se faire... Voilà. Bon, ça c'était une petite boum anecdote là de fin de semaine. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Il y a les financements.
Ah oui. Ça, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais vraiment. Alors qu'on en parle toute la journée en plus. Ah ouais, je pense que ça, c'est mon problème numéro 1, c'est qu'on a une opération en cours que j'ai vraiment envie de faire financer, qu'en fait, on n'arrive pas à financer, et vraiment, c'est là que je me rends compte qu'il n'y a plus aucun service dans les banques, c'est incroyable, vraiment. Là encore ce matin, j'ai un directeur d'agence qui m'a appelé, alors qu'il, vraiment, je le sentais déjà pointilleux, Ouais. déjà, j'avais pas très envie de faire le dossier avec lui, enfin, s'il me finançait, je disais oui, ça c'est sûr, mais le problème, c'est que je trouve que le relationnel, c'est important, je le trouvais très vieille école, et en fait, pour vous dire, il avait pris rendez-vous avec moi dans 15 jours pour aller visiter le local sur place avec un autre de ses collègues. Le problème, c'est qu'en fait, c'est simple, c'est si on voulait acheter la Tour Eiffel, genre 20 millions d'euros, je comprends qu'ils se déplacent pour vérifier l'état, machin et tout, parce que c'est à la banque qui va poser les fonds, mais là, honnêtement, entre nous, on parle d'un prêt de 240 000 euros. Alors, d'accord, c'est pas rien non plus, mais bon, nous dans la région où on est, la moindre baraque, elle coûte au moins 350 000, donc en fait, on est même moins cher qu'une résidence principale pour le pouvoir d'achat local, et j'arrive pas à comprendre qu'ils font des histoires pareilles pour un prêt comme ça. Et en plus, là, ce matin, il m'a appelé parce que le problème, c'est que dans ces cas-là, forcément, vous faites appel à vos réseaux, on vous donne tout un tas de numéros de téléphone, tout un tas de partenaires bancaires, et en fait, je remercie peut-être qu'il y en a qui écoutent ce podcast, qu'à un moment donné, j'ai sollicité, qui m'ont donné un contact à un moment donné pour avoir un nouveau partenaire bancaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé 2 directeurs d'agence de la même enseigne. Et en fait, il y en a un où j'ai su tout de suite que ça donnerait rien avec lui. Et du coup, j'ai appelé le deuxième. Et en fait, le deuxième, maintenant, me reproche d'avoir appelé le premier. Sauf qu'en fait, c'est ce que je lui ai expliqué, c'est que le premier... Mais il faut une passation de dossier, ils arrêtent de nous... Mais c'est ça, et qu'en fait, en le premier ne traite pas mon dossier. Et en plus, ne m'a même pas répondu alors que dans un certain délai, alors qu'il s'était engagé à le faire. Alors à un moment donné, il me dit oui, mais vous vous rendez bien compte que vous travaillez en banque et que deux agences peuvent pas examiner le même dossier. J'ai dit oui, mais sauf que la première agence n'examine pas mon dossier en fait. Donc en fait, là, finalement, je suis en train de me faire jeter de cette banque-là par les 2 directeurs. Alors qu'encore une fois, écoutez, moi, je suis quand même client. En fait, dans l'ordre des choses, quand vous êtes client, c'est quand même plutôt l'entreprise qui rend service, qui est plutôt contente et qui essaie de se montrer arrangeante. Là, c'est plutôt presque, moi, j'ai l'impression de les avoir dérangés ou d'avoir franchi une ligne. Enfin bon, bref, ils en devenaient presque désagréables au téléphone. Alors moi, je garde mon calme, je temporise, mais je vous avoue que je commence à vraiment avoir envie de les envoyer chier parce que je veux dire, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Alors, du coup, j'enchaîne en plus les rendez-vous bancaires. C'est du temps. Faut se déplacer en agence, machin. Faut aller faire le rendez-vous avec le conseiller. Faut représenter tout le dossier. Faut l'envoyer par mail le soir. Et en fait, j'ai fait ça 5-6 fois pour ce dossier. Donc, franchement, ceux qui ont du mal à avoir leur financement, franchement, force à vous. Et vraiment, là, je pense que c'est la première fois qu'on a autant de difficultés à avoir un financement. Et honnêtement, c'est là aussi qu'on se rend compte qu'il n'y a plus aucun service dans les banques parce que tout est très compliqué, parce que les banques sont pas très réactives. En réalité, elles pourraient faire beaucoup mieux facilement. Et même moi, dans l'établissement où je suis, je m'en rendais un peu compte vu de l'intérieur, mais maintenant que je suis, on va dire, côté client, je me dis que c'est juste pas possible. Et ça, je vous avoue que c'est un gros sujet en ce moment, parce qu'en fait, ça me pompe une énergie et un temps incroyable. Moi, c'est surtout que je me dis, si on n'arrive plus à faire financer, alors du coup, on vous dira comment est-ce qu'on arrive à sortir de cette histoire-là. Nous, on est en train de se poser la question de restructurer, créer une nouvelle société. Enfin, on tourne le truc dans tous les sens pour pouvoir faire en sorte que ça passe. Si on n'est pas financé, déjà, on se demande qui on finance qui, du coup, si c'est pas nous. Et surtout, en fait, quel est l'intérêt de rester en CDI si non, mais c'est ça. En plus, on en finit sur des calculs d'apothicaire parce qu'ils veulent absolument nous faire rentrer dans les 35% de taux d'effort. On n'en est pas très loin. Et en fait, du coup, je suis en train de je fais des calculs sur des tableaux Excel parce qu'en fait, je me dis, ok, on va réfléchir comme les banquiers dans leurs calculs un peu stupides. Et donc, on regarde tous les loyers qu'on a. On regarde tous les loyers où on n'a pas fait encore les augmentations de loyer parce qu'en fait, on fait pas tout le temps les augmentations de loyer nos locataires parce que des fois, pour X ou Y raison, soit on considère que le loyer, en fait, il est au prix du marché et que c'est pas une bonne idée de l'augmenter parce qu'en fait, ça va inciter le locataire à partir. Soit on l'augmente pas parce que parfois, sur des locaux commerciaux, si ça fait pas très longtemps que le preneur il a lancé son activité, on se dit on va peut-être pas l'augmenter la première année. Enfin, il y a plein de cas où en fait, vous pouvez être en droit d'augmenter votre loyer et de pas le faire. Et en fait, j'ai pris tous les loyers qu'on n'avait pas augmentés, j'ai pris un grand tableur Excel, j'ai mis les augmentations par rapport à l'indice des loyers d'habitation, des loyers commerciaux, ces 2 indices différents, et j'ai vu combien ça faisait de différence de loyer, et je lui envoie une grande attestation à la banque en disant voilà, au 1er juin, on a décidé d'augmenter tous nos loyers, voilà du coup les nouveaux chiffres, tout ça pour essayer de gagner quelques pourcents de taux d'effort. Pareil, je suis en train de faire des calculs avec les autres banques, voir si on peut pas utiliser dans vos prêts, vous pouvez parfois avoir des options souplesse où en fait vous pouvez rallonger la durée de votre prêt de 1, 2, voire 3 ans, qui permet encore de diminuer un petit peu les échéances. Enfin vraiment, je suis en train de tirer sur tous les côtés, et en fait je suis en train de me prendre la tête, et des fois on parle de 200 € quoi. Et en fait je suis en train de me dire mais putain, on veut faire des projets dans l'immobilier et on perd du temps sur des
tableur, tout ça pour rentrer dans des cases de conditions bancaires qui sont ridicules. Mais je me rappelle plus dans quel épisode on en avait parlé, mais que en fait il y a quand même des steps qui se mettent en place pour pour ralentir les gens et surtout leur empêcher. Ah ben là on est sur la step ultime, hein, parce qu'après je vois pas quelle est l'étape supplémentaire à part de dire on ne finance plus le locatif. Mais je me rappelle plus dans quel épisode on avait parlé que l'État voulait plus tu vois, ils veulent plus de propriétaires en fait, ils veulent des co-living, des trucs. Oui, en fait, ils veulent simplement que les gens achètent leur RP et encore. Ouais, c'est ça. Parce que même pour les RP aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant. Et très clairement, le locatif maintenant, le but c'est que ce soit tiré par les institutionnels et plus par le petit investisseur, quoi. Enfin bon. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué les dossiers bancaires, mais bon, c'est un peu. C'est une période, on va en arriver au bout, faut serrer les dents et à la fin trouver des solutions, quoi. En fait, ça rejoint un peu l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'en fait dès que vous avez un problème, il y a toujours une solution, c'est juste que ça vous demande de l'énergie. Puis bon après, en fait c'est toujours douloureux, pénible sur le moment, mais en fait des cycles comme ça on en a déjà eu plein et bon on sait qu'il y a une fin, tu vois, que quoi qu'il arrive ça va s'arrêter, on va trouver une solution et voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué en attendant. C'est sûr. Sinon peut-être en anecdote un peu plus réjouissante, peut-être que ça a fait rire quelques personnes, parce que là on a été un peu pessimiste jusqu'à maintenant. Alors plusieurs petites boom anecdotes. Il y a la première dans un des sites où je vais pour le boulot, c'est une agence bancaire dans un village. En fait ils ont eu un gros dégât des eaux. Faut savoir que les WC sont à l'étage, donc c'est une agence avec un accueil au rez-de-chaussée, des bureaux à l'étage, et les WC qui sont à l'étage, ils ont eu un gros dégât des eaux. La canalisation des eaux usées a cassé, et en fait ils se sont retrouvés avec l'agence remplie d'eau usée, de déjection, enfin bon bref, c'est un carnage absolu. Heureusement j'étais pas sur place, j'ai vu des photos et ils m'ont raconté qu'il y en avait, c'était arrivé quand ils étaient en train de recevoir beaucoup de clients en même temps et que ça a même été jusqu'à couler sur les clients. Et ça vraiment j'ai trouvé ça bon, j'aurais pas voulu être à leur place, mais voilà, ça fait un petit peu sourire, ça permet de se détendre un petit peu. Et sinon, sur notre actualité aussi un petit peu en lien avec le podcast, je suis passé donc la semaine dernière, quand vous écouterez cet épisode, sur un podcast de Pas à Pas avec mon ami et coach Barnabé, où on a abordé un peu plus ma passion pour la force athlétique, on a parlé de sport, enfin bon, on a parlé de sujets complètement différents de ce qu'on aborde sur ce podcast, donc franchement, l'exercice était assez sympathique, et puis si ça vous intéresse d'aller l'écouter, surtout n'hésitez pas. On a mis les liens sur Instagram, et puis le nom de ce podcast là, si vous le cherchez, ça s'appelle Pas à Pas, comme ça se prononce. P-A-Z-A. Voilà. C'est ça. Et normalement, quand vous écouterez ce podcast, on aura également la même semaine, on sera passé sur le podcast de la Fabrique des investisseurs avec Jérôme. Qu'on a reçu déjà. Qu'on a reçu également il y a 2-3 épisodes déjà. Je pense, ouais. Et on est passé chez lui sur un épisode où on a parlé de pas mal de sujets. On a parlé un petit peu de notre parcours, même si on n'a pas fait l'intégralité de l'épisode dessus. On a surtout parlé un petit peu de les locaux commerciaux, les beaux professionnels, comment enchaîner des opérations et un petit peu ce que ça rejoint un peu de ce qu'on dit en intro d'épisode, c'est comment faire aujourd'hui pour continuer à avoir des financements dans un environnement qui est compliqué. Donc honnêtement, épisode très intéressant, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer avec lui, et surtout n'hésitez pas à aller l'écouter. Ouais. On passe aux questions d'abonnés, parce qu'on est déjà à 20 minutes, comme d'habitude, on parle. J'ai Arthur qui nous a écrit cette semaine pour nous parler un petit peu de sa situation. En gros, il a 22 ans, il est actuellement en stage de fin d'études et en septembre, il va décrocher son CDI. Il se passionne pour l'immobilier et l'investissement depuis quelques années et d'ici quelques mois, il pourra enfin passer à l'action et s'endetter avec sa copine. Ils sont tous les deux ingénieurs en bonne situation financière. Un bon apport parce qu'il a investi dans la crypto. Pour lui, il s'imagine que c'est pas trop compliqué. Le seul problème, c'est qu'en fait, ils sont en région parisienne. Et donc, pour trouver du rendement en immobilier, j'entends, ça paraît un petit peu compliqué. Il me demande si du coup, lui, il a pas très envie de faire plus d'1 heure de route pour gérer le premier, ce que je peux comprendre parce que le premier, tu vas être un peu stressé, tu prends tes marques, tu fais tes premières expériences. Et il se demande du coup c'est pas mieux d'acheter sa RP, essayer de faire une plus-value pour pouvoir réinvestir peut-être un peu après. Mais il me dit qu'après du coup ça va faire péter son taux d'endettement, son taux d'effort. Et du coup il sait pas du coup. Il a l'air de... Il m'a dit j'ai clairement envie d'emprunter la même trajectoire que vous, le salariat me lasse déjà alors que j'ai pas encore commencé.
Courage Antoine, ça va bien se passer. Bon, ben déjà un grand Ah, merci. Arthur, pardon, punaise, je me trompe. Ouais, dans ce que les je me prénoms. disais, c'était pas Non, Antoine. non, non, C'est pas grave. Et du coup, ben déjà un grand merci pour ton message. Et pour répondre à ta question, donc sur ta zone d'investissement, effectivement, la région parisienne. Alors, je suis pas un expert, même si forcément avec le temps, je commence à avoir pas mal de connaissances qui s'accumulent à droite, à gauche. C'est une région qui est compliquée parce qu'en fait, c'est grand. Autant par exemple qu'on habite à Lyon, à Bordeaux, dès qu'on veut s'éloigner un petit peu, on trouve tout de suite de la renta. La région parisienne, c'est un petit peu différent. Si on veut vraiment trouver de la renta en région parisienne, ça existe. Je connais des marchands de biens qui font des opérations à 10-15% en région. Alors peut-être pas sur Paris même, mais on va dire sur la petite, voire la grande couronne. Forcément, quand on est débutant, on n'a pas accès à ces opérations-là. On peut néanmoins aller trouver du 8, 9, voire du 10% en allant un petit peu plus loin que Paris, dans les départements limitrophes, type l'Essonne, type la Seine-et-Marne. Je sais qu'il y a des villes, alors là je pourrais pas vous en citer de tête parce que encore une fois je suis pas spécialiste, mais je sais que à partir du moment où vous êtes sur des villes qui sont parfois à 45 minutes de Paris en RER, vous pouvez trouver des villes qui sont intéressantes où il va y avoir 10-20 000 habitants. Vous avez souvent des PME qui peuvent parfois travailler par exemple dans l'automobile, dans l'aéronautique, qui font des bassins d'emploi un petit peu excentrés par rapport à Paris et qui rendent ces villes intéressantes, voire parfois des antennes des grandes universités parisiennes pour des étudiants. Enfin voilà, il y a de quoi faire en allant un peu, on va dire, aux limites de ce qu'on appelle la région parisienne. Il y a moyen d'aller trouver de la rentabilité. Sinon, si ta règle c'est 1 heure de route, à ce moment-là, tu as quand même pas mal de villes qui, par les autoroutes, sont à peu près à 1 heure de Paris. On peut citer Chartres, on peut citer Meaux, on peut citer... Beauvais, tout à fait. Voilà, c'est plein de villes. Alors certes, qui commencent à prendre un peu en valeur parce qu'on se rend compte qu'elles sont pas très loin de Paris, mais on reste quand même plutôt sur des villes secondaires de province, où ça va être faisable d'aller faire du 10% avec sur des stratégies type meublé, type colocation, peut-être même des immeubles de rapport s'ils sont bien trouvés et qu'il y a des travaux à faire dedans. Enfin voilà, il y a moyen d'aller vraiment trouver de la renta et tu seras à peu près sur 1 heure de Paris sur ce type de ville. Alors allez, peut-être 1 heure, 1 heure 20 en voiture, mais bon, dans tous les cas, je pense que ça vaut le coup. Faut pas oublier qu'un investissement immobilier, une fois que ça tourne, allez, il y a besoin d'y aller maximum 2 à 3 fois par an. C'est plutôt le début qui va nécessiter un petit peu d'aller-retour. Ok, ouais. Et peut-être, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais est-ce qu'il, du coup, il apprendrait pas à déléguer dès le début, tu vois ? Le mettre en gestion, tant pis, ça bouffe un peu le rendement. On n'est pas trop fan, mais si vraiment il n'y a pas le choix, il y a ça aussi. Donc, Tout à fait, surtout si, par exemple, le fait d'être à Paris te permet d'avoir des revenus qui sont un peu supérieurs, où effectivement, revenus un peu supérieurs, je peux plus emprunter, peut-être que je vais beaucoup travailler, donc j'aurai un peu moins de temps, donc il faut que je prévoie un petit peu ce coût de délégation sur la gestion locative, peut-être sur les travaux, prendre un maître d'œuvre directement pour gérer sur place. Il y a en tout cas moyen de le faire, et il n'y a pas besoin d'aller traverser la France forcément pour trouver de la rentabilité. Donc regarde bien ces marchés-là. Le mieux, c'est même commencer à regarder sur le Bon Coin, commencer à trouver des biens, aller les visiter, et en même temps que tu vas visiter ces biens, si tu connais pas les villes, visiter la ville, regarder les centres-villes, regarder si c'est craignos ou au contraire si c'est assez agréable, faire des tests sur si Bon c'est Coin joli, aussi. faire des tests sur le Bon Coin, regarder un petit peu comment c'est desservi par rapport aux trains, aux aéroports, aux autoroutes, enfin voilà, c'est tous les points un peu classiques qui comptent quand on fait son analyse pour savoir si une zone est intéressante pour investir. Et honnêtement, je sais que toutes ces villes-là à 1 heure de Paris deviennent de plus en plus intéressantes parce qu'il y a de plus en plus de gens qui télétravaillent et résultat, des salariés qui ont peut-être besoin que 1 ou 2 jours par semaine en région parisienne vont se permettre de vivre plus loin pour avoir une maison plus grande. Et en fait, ces gens-là qui sont souvent des ménages à revenus un peu supérieurs, ramènent de la valeur dans ces villes qui sont un peu éloignées de Paris. Où c'est vrai que par exemple, il y a 20 ans, Chartres, il se passait rien du tout, quoi. Ouais. Mais maintenant, ça commence à être des villes un peu intéressantes. Et ok pour ça, donc ça c'était le message d'Arthur. Et après j'ai Thomas qui me demande comment est-ce qu'on avait fait pour entrer des groupes d'investisseurs pour faire du réseau. Comment rencontrer des groupes d'investisseurs? Les réseaux sociaux. Aussi simple que ça, il y a toujours des groupes. Alors en général, ça va souvent partir de Facebook. Ouais. Alors on nous dit souvent rigolant que maintenant Facebook c'est devenu le réseau social des boomers. Mais pour les groupes, ça reste intéressant parce qu'en fait, avec des mots-clés, vous pouvez facilement trouver dans votre ville les investisseurs. Et en général, ça va souvent marcher. Vous avez un groupe Facebook qui vous permet de les connaître. Et une fois que vous les avez trouvés, en général, ça marche plutôt sur WhatsApp qui est quand même mieux fait aujourd'hui pour suivre des groupes. Oui, vas-y. Oui, et puis nous, pour notre cas, nous aussi, on avait pris une formation
me rappelle plus, c'est Marchand de Biens, je pense, ou achat-revente de RP, un truc comme ça. Oui. De quelqu'un de très connu, on vous en reparlera d'ici quelques temps, je pense. Et du coup, eux, ils avaient fait justement une rencontre investisseur et c'est comme ça aussi qu'on... En fait, du coup, on s'est retrouvés à 500 km de chez nous et on a rencontré des gens de Montpellier, donc c'est un truc de malade fou. Qui, du coup, nous ont proposé d'intégrer le groupe des investisseurs de Montpellier, sachant que maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs groupes des investisseurs à Montpellier, donc on n'y va pas à chaque fois, mais voilà, ça permet de rencontrer un peu des mondes, toujours se faire un réseau toujours un peu plus grand. Et l'autre manière de se faire du réseau très rapidement dans l'immobilier, c'est tout simplement d'aller à un séminaire. Alors oui, ça va vous coûter un petit billet parce que un séminaire, on va dire les petits séminaires, ça va être entre 100 et 200 euros la journée à peu près. Vous avez des fois des séminaires un peu plus chers qui vont durer sur un week-end, mais à ce genre de séminaire, vous allez rencontrer plein de gens. Forcément, plus le séminaire est gros, plus vous allez avoir, on va dire, des gens de la France entière. Mais si par exemple vous trouvez des petits séminaires dans l'immobilier qui sont proches de chez vous, en réalité, vous allez surtout avoir des gens locaux qui vont y aller, et ça vous permet de rencontrer plein d'investisseurs comme vous qui connaissent des artisans, des banquiers, des agents immobiliers et toutes les autres professions. Sachant que ce type de séminaire est aussi intéressant parce que quand vous êtes débutant, vous pouvez en même temps un petit peu avoir des sujets qui sont intéressants. On va faire venir speaker un notaire, un avocat, un banquier. Enfin voilà, et souvent l'avantage c'est d'y aller pour le réseau. Si c'est vraiment l'objectif, nous je sais que c'est pas forcément une des priorités de faire du réseau dans l'immobilier, mais si par exemple ça le devenait, forcément on ferait beaucoup plus de séminaires et beaucoup plus de rendez-vous de ce type. Ouais. Donc voilà pour la petite intro qui dure toujours pas mal de temps. 25 minutes. Ouais. On va peut-être passer au sujet du jour. Pourquoi est-ce qu'on choisit de faire un thème comme ça? Alors du coup, c'est les 3 plus grosses galères qui nous sommes arrivées dans l'IMO. Et pourquoi? Sur la dernière année. Sur la dernière année, oui. Parce qu'il y en a quand même pas mal qu'on vous a déjà raconté. Plusieurs choses déjà, parce que ces galères-là, on les a pas racontées sur ce podcast, ou en tout cas pas en détail, que elles sont à un stade d'avancement suffisamment important pour que on ait le retour dessus, le retour d'expérience qui est important. Et c'est surtout parce que ces problèmes-là qu'on va vous citer, c'est parmi les pires problèmes que peut avoir un investisseur immobilier. Je sais pas les pires, mais parce que souvent, à chaque fois, quand j'écoute les autres, j'ai l'impression qu'ils ont aussi des grosses galères qu'on n'a pas. Pour moi, la pire des galères dans l'immobilier, c'est plutôt un problème de structure d'un immeuble. Mais je veux dire, nous généralement, on verrouille plein de risques. Voilà, en fait, là, c'est ça. Des risques vraiment qu'on ne pouvait pas prévoir. Vraiment. Voilà, c'est ça. On va dire, c'est les pires galères que vous pouviez pas prévoir, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs plus gros, mais bon, en général, une structure d'un immeuble, voilà, quand vous l'achetez, si vous avez fait venir les bonnes personnes dans le bâtiment, vous êtes normalement bien protégé sur ce type de risque qui peut quand même arriver, on sait jamais. Mais voilà, là, on va plutôt parler des galères qu'on pouvait pas prévoir, qui sont souvent pas du tout de notre fait, et comment on s'en dépatouille finalement, quoi. Et surtout la morale, c'est qu'en plus on arrive, alors avec du temps et de l'énergie, à s'en tirer aussi, parce que ça nous fait, on a de l'expérience, et en plus ce type d'anecdote nous fait du retour d'expérience. On vous les partage aussi parce que peut-être qu'un jour ça vous arrivera, ou surtout c'est pour vous montrer, voilà, dans l'investissement, les problèmes, ça fait partie du taf, même si y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui aiment pas trop parler des problèmes, et bien de se rendre compte que même nous sur le moment ça a l'air d'être insurmontable, au final on arrive toujours à s'en sortir, et derrière ça nous fait des bonnes anecdotes à vous raconter. Ouais, exactement. Alors dans le top 3, on va commencer par le 3e. Alors lui, est-ce qu'il est drôle? Je sais pas. Moi je l'ai trouvé drôle. Moi j'ai pas trop rigolé sur le moment, mais après coup il est très drôle. C'était il y a pas si longtemps en plus. Je vous avais partagé un petit screen du mail que Julien a reçu. Franchement, qui nous a... Enfin, moi, heureusement, j'étais assise. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. On refait peut-être l'histoire? Ouais, vas-y. Alors, tout commence à la mise en relocation d'un appartement qu'on a eu il y a pas très longtemps. La locataire d'avant, qui n'était pas restée très longtemps, elle était restée 2-3 mois, elle est partie. Je précise que c'est quand même le même immeuble. Hein. Ouais. Toujours. Tout n'est pas sur le même immeuble. Non, tout n'est pas sur le même immeuble, mais vous savez, cet immeuble-là qui nous cause 80% de notre problème, mais c'est pour le coup, celui-là. parce que là, c'est toujours pareil, il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, mais tu vois, c'est toujours sur cet immeuble que t'as ces problèmes. Autant ce problème-là, je pense qu'il aurait pu nous arriver sur n'importe quel appartement. En fait, je cherche des locataires, donc je mets une annonce, j'ai plusieurs demandes, etc. Et j'ai un couple assez jeune qui vient de Savoie, qui veut s'installer à Montpellier parce qu'ils ont de la famille pas loin, ils ont une promesse d'embauche, donc ils me donnent la promesse d'embauche pour une entreprise à Agde, donc qui est pas très loin de la ville où on a l'immeuble.
et je vérifie tous les papiers, tout me semble clair. La La maman sport gros caution, revenu, elle a des gros revenus, ils ont un revenu fiscal de différence d'à peu près 50 000 euros, donc c'est quand même des bons revenus. Ils s'expriment bien, ils m'écrivent par message sans faute, et ça on vous l'a déjà dit que c'est assez important, parce que ça vous permet un petit peu de voir la différence entre malheureusement les cassos et ceux qui sont éduqués, et donc forcément ça va favoriser des bonnes relations avec eux. Et donc tous les voyants sont ouverts. Il demande à venir le visiter, moi je dis pas de problème, et il me dit écoutez, on fait une visite si vous voulez, si vraiment l'appartement nous plaît, parce que nous on habite loin, on n'a pas envie de venir 50 fois, on peut faire l'état des lieux en même temps, éventuellement justement on vous paye le loyer, le dépôt de garantie. Moi, je sais que j'aime pas trop faire la visite et signer direct l'état des lieux parce que souvent, soit ça convient pas, soit en fait parfois c'est des gens qui vont prendre l'appartement puis en fait une semaine après ils se rendent compte que ça leur convient pas. Mais je dis écoutez, on s'engage sur rien, on verra la visite, mais je prends les papiers, s'il faut on les remplira ensemble parce que nous aussi ça nous fait gagner un peu de temps et puis ça permet aussi qu'on loue plus vite, donc on est plus vite les loyers. Et du coup on vient sur place, on les rencontre. Peut-être le seul truc qui me fait un petit peu tiquer sur le moment même, mais bon encore une fois sur le moment même je me le justifie. C'est pas la première fois que ça nous arrive aussi. Non mais ce que tu vas non justement c'est pas ça que je vais dire, c'est qu'en fait ils viennent avec une grosse voiture, c'est un gros break Chrysler et c'est pas une voiture de jeunes parce qu'ils ont vraiment l'air d'avoir 20 ans. Je trouve que la voiture est un peu grosse quand on a 20 ans pour avoir ce type de bagnole, mais je me dis probablement la voiture de papa, ils sont venus avec. Et on rentre dans l'appartement, très poli, très calme, vraiment. J'étais là en plus pour une fois et franchement propre sur eux, la petite super mignonne, tous les papiers, tout était rempli. Tout en règle, etc. Ils regardent l'appartement, ça leur plaît bien, ils le veulent et du coup on fait l'état des lieux, on le fait ensemble. Ils sont pas du tout difficiles pendant l'état des lieux ni rien. Et au moment de régler le premier loyer, le dépôt de garantie, ils m'avaient déjà demandé s'ils pouvaient le payer en espèces. Ça on a dit oui parce que ça nous est déjà arrivé plusieurs fois quand on nous paye en espèces parce que beaucoup de gens, surtout les jeunes aujourd'hui, n'ont plus de chéquier. Et le problème des virements, c'est que moi en tout cas, le jour où je donne les clés, je veux absolument partir avec les fonds parce que ça nous est arrivé ça nous est arrivé une fois que la personne nous dit je vais vous faire un virement puis finalement qu'elle ne le fasse jamais, et ça nous est arrivé une deuxième fois qu'on m'a dit je vous fais le virement en fait il m'a fait un premier virement sur l'instant, on a un virement instantané donc ça je l'ai eu tout de suite, il m'a dit je vous fais le deuxième virement le lendemain et je l'ai jamais eu, enfin je l'ai eu mais genre longtemps après, ça m'a énervé, donc maintenant je veux absolument que tout soit réglé le jour même et le fait de payer en espèces c'est pas du tout un problème, donc voilà. Ils me sortent les liasses, ils me payent en espèces, etc. Et on leur laisse les clés, on s'en va. J'ai le mail sous les yeux. Ah, tu as sous les yeux, super. Et du coup, il se passe peut-être 3-4 jours. Ouais, c'était le jeudi d'après ça, ils sont venus. On a fait l'état des lieux le dimanche. C'était le jeudi. Et le jeudi matin, je reçois un mail. Je peux le lire. Vas-y, lis le mail. Bonjour, monsieur, pourriez-vous me rappeler au commissariat du coup de la ville où ils sont originaires ou un numéro de téléphone? C'est au sujet de vos futurs locataires avec le nom effectivement de nos deux locataires. Cordialement, brigadier chef de police, officier de police judiciaire. Et là, dans la petite signature de mail, lutte contre le trafic de stupéfiants. Donc là, vous commencez à sourire, vous commencez à comprendre un petit peu ce qui se passe. Moi, je reçois le mail, je me dis oh là là. Et en plus, le pire, c'est que moi, ma première réaction, c'est un peu une déformation professionnelle parce qu'en fait, on a beaucoup de tentatives de fraude, notamment de phishing par mail au Crédit Agricole. Je me dis, ce mail est peut-être faux et en fait, ça va être une tentative d'arnaque ou je sais pas quoi. Et du coup, mon premier réflexe, parce qu'il y a un numéro de portable et un numéro de téléphone fixe dans le mail, je prends le numéro de téléphone fixe, je le tape dans Google et je vérifie que c'est bien le numéro du commissariat de la ville en question. Effectivement, c'est bien le numéro du commissariat, donc c'est pas une fraude. Je fais quand même la démarche jusqu'au bout. J'appelle pas le numéro de portable qui m'a été donné dans le mail, j'appelle le fixe pour arriver direct au standard du commissariat et je demande du coup à m'adresser au brigadier chef qui m'aurait écrit. Effectivement, il me le passe. Donc le gars, je l'ai au téléphone, très sympa. Il me dit que oui, vous êtes le propriétaire. Je dis oui. Il me dit bon, vos deux locataires, vous ne allez pas les revoir. Et je dis ah bon? Il me dit oui, ils ont été mis en détention provisoire. Donc là, de toute façon, j'ai vu que vous aviez signé un bail. Donc de toute façon, le bail ne court plus parce que en fait, ils n'ont pas pu vivre dedans et que de toute façon là, ils vont pas pouvoir sortir avant longtemps. Vous pouvez pas les contacter parce que forcément, comme ils sont en détention, ils sont injoignables. Et voilà. Et en fait, sur le coup,
je reste tellement con que j'ai pas le temps de lui poser beaucoup plus de questions. On met fin à l'appel et je réfléchis seulement après. Ouais. Et sur le moment, déjà, je me dis, mais comment il a eu mon mail? En fait, il m'a envoyé un mail, il m'a pas appelé. Et en fait, je pense que quand ils les ont coffrés, ils avaient le bail sur eux. Et en fait, il y a pas mon numéro de téléphone, mais il y a mon adresse mail sur le bail. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'il m'a envoyé un mail. Donc déjà, un grand merci à lui de m'avoir prévenu. Oui, parce qu'il était pas obligé. Je pense que le bail du sud de la France, à mon avis, c'est le cadet des Exactement, soucis, il a fait la démarche de m'envoyer un mail et d'attendre que je le rappelle pour m'expliquer. Donc déjà, merci à lui parce qu'il n'était pas du tout obligé de le faire. Le truc, c'est que là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour les locataires? Parce que bon, on a un bail, etc. Alors, oui, parce que lui, il dit le bail est fini. En fait, non, tant qu'on n'a pas de préavis, en théorie, on n'a pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que dans les baux d'habitation, c'est très compliqué. Si la personne, elle part en prison, ça met pas fin au bail. La différence qui nous a un petit peu sauvé dans notre cas, et après, de toute façon, on s'est mis d'accord avec la maman de ces personnes-là, c'est que en fait, ils ont pas vécu dans l'appartement. Donc en fait, c'est pas leur résidence principale. Oui, parce que du coup, on a appris un peu après qu'en fait, ils ont signé l'état des lieux. Ils sont tout de suite repartis. Et effectivement, on vous le dira après, du coup, effectivement, il y avait rien. Donc, ils ont laissé aucune affaire dedans. Donc en fait, c'était plus facile dans ce sens-là. Et parce que nous, on a eu peur sur le moment. On s'est dit, à tout moment. En plus, il t'a dit le brigadier chef que il vous aurait détruit l'appartement, du coup. Oui, c'est ça, il m'a dit, il m'aurait détruit l'appartement. Donc, un appart qu'on a rénové il y a genre 2 mois, donc en fait, pas trop, tu vois. C'est ça, pas bien sur le moment. Ouais. Et là, on commence à se demander ce qu'on fait. On se précipite pas, on réfléchit. Et en fait, il y a la maman, du coup, qui s'était portée caution, qui nous contacte. Et bon, elle essaie plus ou moins de nous expliquer que c'est pas de leur faute, machin. Bon, bref, après, c'est juste des personnes au mauvais endroit, mauvais moment. Voilà, nous, de toute façon, on connaît pas l'histoire, on porte pas de jugement. Juste, par contre, forcément, ça nous refroidit énormément. Et la maman voulait absolument accéder à l'appartement. Elle me demande si j'ai un triple des clés. Effectivement, j'en ai un parce qu'en fait, je connais comment ça se passe toujours. Je vous conseille toujours d'avoir un triple des clés de vos appartements. Ne vous en servez pas, mais ayez un triple quand même parce qu'en fait, il y a toujours un jour où ça peut servir. Et notamment dans les cas où en fait, simplement, vos locataires vont vous perdre les clés. Donc voilà, nous, on a toujours un triple. Et le souci, c'est qu'elle voulait aller avec moi dans l'appartement. Et moi, je me dis, mais pourquoi elle veut aller à l'appartement? Alors forcément, vous commencez à vous imaginer plein de trucs. Oui, moi, parce que là aussi, son gosse vient d'être mis en détention pour trafic de stupes. Là, son principal problème, parce que c'est moi du coup qui l'ai eu au téléphone, c'était déjà de récupérer la caution et le loyer versé et d'aller absolument dans l'appartement. Donc je disais, mais on met fin au bail et c'est fini en fait. Je veux dire, non. On vous connaît pas, apparemment elle était dans la région en plus. Oui, c'est ça, en plus elle était sur place. C'est bizarre parce que ils viennent d'une région qui est quand même à 500 km d'ici, donc qu'est-ce qu'elle fait là? Eux ils étaient pas là. C'est ça, en plus, donc en plus on commence à se dire, parce que vu comme ils étaient jeunes, on commence à imaginer plein de trucs, on se dit que c'est pas une famille de mafieux. Je me dis, si dans l'appartement ils ont laissé quelque chose, si je vais avec la daronne, comment ça va finir? Ça tombe, elle va pas venir seule. Enfin bon, bref, vous commencez à vous faire plein de films dans votre tête parce que vous vous sentez un peu comme dans Breaking Bad, quoi. Donc je me dis, bon, on va essayer quand même de prendre toutes les précautions. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à la mère qu'on allait voir, parce qu'on allait voir, qu'on lui dirait s'il y avait quelque chose. Elle s'est bien évidemment pas proposé de payer un serrurier. Enfin, je veux dire, il fallait absolument lui ouvrir l'appartement. Elle était un peu agressive. Alors je pense qu'elle était en réalité très inquiète. Je pense que ça l'a vachement perturbée. Donc c'est pas quelqu'un d'ultra agréable au téléphone. Je pense qu'elle voulait régler le problème et c'est tout, quoi. Mais en vrai, bon, nous on n'a rien à voir avec elle. Et effectivement, elle voulait absolument récupérer la caution et le loyer, comme si nous, on n'avait jamais eu de... Enfin, il y a quand même un dédommagement, je suis désolée. Ils ont pris un appartement, on n'a pas de préavis, enfin, je veux dire... ouais, c'est ça. Et puis bon, les locataires, toujours pareil, ça se trouve pas du jour au lendemain. En plus, bon, là, du coup, nous, on a arrangeant, parce qu'en plus, en soi, la mère, elle pouvait pas elle-même mettre fin au bail, parce qu'en fait, c'est les... Ça aurait dû être fait par un courrier d'avocat à leur demande. Ouais, c'est ça. Enfin bon, bref, ça aurait été une galère. Elle était pas en capacité de nous rendre les clés, parce qu'elle me dit oui... En fait, les clés étaient sur eux, donc ça finit au commissariat de Savoie, là. C'est ça, elle me dit oui, ça a été mis sous séquestre, donc en fait, on pourra pas les récupérer. Donc en fait, nous, en plus, on se tape un changement de serrure, boîte aux lettres aussi en même temps. Enfin bon, bref, ça nous crée vraiment beaucoup de complications. On finit par lui dire, écoutez, ce qu'on fera, c'est qu'on va à l'appartement, s'il y a des affaires, on vous le dira. Nous, on est allé à l'appartement un peu en mode perquisition. On a retourné tout l'appartement en se disant c'est pas possible, ils ont dû laisser quelque chose, je sais pas, drogue, argent, etc. Vu comme elle insistait, vu comme elle insistait, et au final, vraiment, il y avait rien du tout dans l'appartement. Rien du tout.
Et ça se voit qu'ils sont repartis. Aucune direct. affaire, rien, Et on je a me dis- regardé parce qu'en toutes fait, les cachettes. En plus, je l'avais eu au téléphone et elle était là, je veux voir s'ils ont pas laissé d'affaires, etc. Et je me dis, mais vous avez eu votre fils et il vous a dit si vous avez. Enfin, moi, je faisais la neuneu en mode, j'ai Ouais. pas les clés de toute manière, je peux pas rentrer. Et vu qu'elle insistait absolument pour venir à l'appartement, je lui dis, mais il vous a dit s'il avait laissé des affaires? Elle me dit non, mais je préférais vérifier. Ouais, vraiment bizarre. Elle veut récupérer un pochon de drogue ou je ne sais quoi, et bon, au final, il n'y avait rien. Et au Donc, final, il n'y avait rien du tout dans l'appartement. Donc bon, tant mieux, ça nous aurait évité de devoir contacter les flics et de voir en plus l'appartement sous scellé parce que du coup, il aurait été une pièce à conviction dans le dossier. Enfin bon, bref, on est passé pas loin des grosses galères. Au final, ça se finit plutôt bien parce que en fait, on a mis fin comme ça au bail avec oui, on a avec la convenu, dame. Elle nous l'a dit, elle nous l'a écrit. On n'a pas rendu la caution, je vous avoue. Oui, parce qu'en plus, bon, mais on va pas se on cacher. imagine bien que c'est pas de l'argent. Oui, parce qu'au fait, finalement, ils nous avaient payé, on était déjà en milieu de mois, donc ils nous avaient payé juste la fin du mois en cours. On avait 1 mois de dépôt de garantie et en fait, on a dû se taper tout le changement des serrures. Donc on rentre à peine dans nos frais. Donc Ouais, en fait, c'est ça. bon, C'est ça, donc elle va se faire, sans compter qu'effectivement, normalement, c'est 1 mois de préavis. Donc bon, bref, on s'est mis d'accord. Vous verrez que sur les dépôts de garantie, etc., dans des cas extrêmes, vous pouvez vous mettre d'accord comme ça avec vos locataires. Donc bon, ça finit plutôt bien pour nous parce qu'on n'a pas perdu d'argent dans l'histoire et bon, ça nous a pas créé plus d'ennuis que ça. Mais c'est vrai que sur le moment, on s'est dit dans quelle histoire de fou on s'est embarqué. Et la morale de tout ça, c'est qu'en fait, encore une fois, dans ce type de cas, faut pas paniquer, faut toujours se rappeler que voilà, votre propriétaire, vous n'êtes pas mêlé à ces histoires, de mettre le maximum de distance avec les problèmes des gens, parce qu'en fait, les gens qui ont beaucoup de problèmes, ils vont tout faire pour que ça devienne aussi les vôtres. En fait, c'est pas vos problèmes. Hein. Moi, finalement, je veux même pas savoir pourquoi ils sont en prison, parce que à partir du moment où vous allez le savoir, en fait, vous êtes mêlé à l'histoire, et on veut pas être mêlé à l'histoire, et en fait, il faut essayer de mettre fin à ce type de bail le plus vite possible pour tourner la page, quoi. Je dirais aussi de pas être très arrangeant. Parce que elle a voulu être. En fait, à la fin, elle m'appelait tout le temps et pour absolument rentrer dans l'appartement. Et en fait, ça aurait été quelqu'un un problème parce que vu qu'on savait pas ce qu'il y avait dedans, je me disais, vas-y, si. En fait, on se retrouve avec des kilos de drogue dans l'appart qu'ils ont caché. En plus, c'était bizarre parce que quand Julien est rentré la première fois, ils avaient bougé tous les meubles. Donc on s'était dit, putain. Oui, c'est ça. En fait, ils avaient déplacé. Ils étaient pas restés longtemps le dimanche, mais visiblement assez que quand même pour bouger pas mal de meubles dans l'appart. Et c'est bizarre parce que vous vous dites. En fait, toujours pareil. Quand quelqu'un déplace les meubles dans un appart, il y a rien de suspect. Mais s'il vient être coffré pour trafic de drogue, c'est très suspect, tu vois. Ça, donc puis, on s'est retrouvé à vraiment, on a regardé partout. On a regardé sous les meubles, dans les oreillers. On a passé le matelas au peigne fin. Moi, j'ai démonté les fonds de hotte, j'ai regardé derrière les radiateurs. Enfin, vraiment, on a regardé tout ce qui était démontable, sachant que heureusement, comme c'est un appart qu'en fait on venait de faire l'état des lieux, ben forcément, en plus c'est un studio, c'est pas gigantesque. En fait, vous connaissez votre appart et vous savez s'il y a des choses qui ont été démontées, enlevées, vous le voyez tout de suite. Donc là, je voyais très bien qu'en fait, il y avait, qu'ils avaient rien démonté de plus que ce qu'on a regardé. Qu'ils auraient pu démonter que ce qu'on a regardé, donc on sait qu'il n'y a plus rien du tout, mais c'est vrai que sur le moment on s'est dit quelle est cette histoire, quoi. Ouais, grave. Enfin bon, voilà pour le top 3. Ouais. Le top 2 du coup maintenant. Alors, peut-être qu'on en a déjà parlé, on va arbitrer là des biens pour pouvoir récupérer de l'argent. Qui est normal et que je vous conseille de faire au bout d'un moment quand vous êtes un investisseur immobilier pour passer sur plus gros après. Et là c'est notre tout premier bien, je me rappelle, on n'était même pas ensemble quand tu l'as acheté celui-là. Ouais, c'était juste avant qu'on se mette ensemble. Je pense qu'on vous en a déjà un petit peu parlé, on a fait quelques erreurs dessus. Je crois que le prix est sur 8 ans sur celui-là. Ouais, c'est pour ça, on en a parlé quelques fois, c'est pas les erreurs de débutants, c'est pourquoi on a fait un prêt sur 8 ans, mais force est de constater que maintenant on est quasiment à la fin du prêt, il nous reste un peu moins d'un quart il nous reste 2 ans, donc un peu moins d'un quart du CRD à rembourser, et au final, c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que c'est quasiment le premier bien qui va être payé en premier, et en fait c'est un peu logique, si vous avez un bien qui est payé ou quasiment payé, que en plus vous avez une plus-value latente dessus, la logique c'est de le vendre, ça vous fait vous récupérez beaucoup de cash, soit pour réinvestir dans autre chose, soit pour faire un apport pour un nouvel investissement. Enfin, c'est la logique des investisseurs au bout d'un moment de faire un petit peu rouler votre patrimoine pour évoluer. En plus, c'est un appartement aujourd'hui, c'est un T3 dans une copropriété des années 70 qui coûte très cher en fait copro. Enfin, ça rentre pas dans nos critères de bien à cash flow. Il y a une plus-value qui est pas mal et étant donné que on a déjà pris une belle plus-value dessus au bout d'un moment aussi, vous savez toujours la plus-value, vous ne l'avez que le jour où vous l'encaissez, donc c'est aussi logique maintenant de prendre la plus-value et même si ça monte encore dans les quelques années qui viennent, c'est pas très grave.
Et forcément, quand vous voulez revendre un appartement, on sait qu'il y a un petit peu de travaux pour le remettre vraiment au goût du jour. Et en plus, la locataire qui est dedans, ça n'a jamais été une locataire qui a été très arrangeante. Bon, elle nous a jamais fait d'impayé, mais il a toujours fallu la relancer. Enfin, c'est simple, je l'ai relancée 3 fois par mois depuis qu'on a acquis cet appartement, parce qu'elle était déjà locataire à l'époque, pour être payée du loyer. Et en fait, c'est juste assez embêtant parce qu'en fait, à la fin, ça vous rend fou. Enfin, vraiment, forcément, ça complique les liens parce que moi, honnêtement, je trouve ça pour un manque de respect d'être toujours en retard sur son loyer. Puis même, dès qu'on veut faire des réparations, elle sera jamais disponible, elle est pas du tout arrangeante, donc pareil, nous on a décidé de pas être trop arrangeant. Le bail, on arrivait, donc comme c'est un bail nu en SCI qu'il avait été renouvelé 6 mois après qu'on soit propriétaire, le bail de 6 ans arrive en échéance là en fin d'année 2024. Donc on s'est dit c'est très bien, on va donner un congé pour vente, donc ce que la loi permet aux propriétaires quand on veut récupérer un appartement pour le vendre, et ça lui permettra, comme ça faut la prévenir, on l'a même prévenu 7 mois à l'avance pour que voilà, elle ait le temps de se retourner, de trouver un autre appartement, et nous on va récupérer l'appartement, faire quelques travaux, le revendre. Et le souci, c'est que heureusement qu'on a été très procédurier, parce que je me suis dit qu'elle allait nous être chiante et nous poser problème. Et donc, plutôt que de le faire moi-même par recommander le congé pour vente, je l'ai fait signifier par huissier. Alors, franchement, aucun regret, ça m'a coûté peut-être 120 balles. Et au moins, comme ça, on est sûr que notre congé pour vente, il est légalement parfait, vu qu'il a été fait par un huissier. Et que si jamais elle souhaite ne pas partir, en fait, on a déjà passé l'étape de l'huissier. Donc, en fait, on a juste à aller voir le juge, à faire constater que le bail est bien fini et qu'en fait, elle est occupante de son droit nitide. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est imaginer le pire des scénarios pour essayer de s'en prémunir. Donc heureusement, on a été super smart sur ce coup, parce qu'effectivement, elle nous a fait un sale coup tout de suite après. En fait, elle a fait intervenir le service communal d'hygiène et de salubrité de la ville où il y a l'appartement, pour venir se plaindre que son appartement était insalubre. Donc ça fois, elle sait pas sur qui elle est tombée. Ouais, mais pareil, ça fait partie entre guillemets des gros problèmes que vous pouvez avoir dans l'immobilier, parce qu'en fait, quand vous avez la mairie qui s'en mêle, c'est simple, ils vont faire un rapport comme quoi votre appartement est insalubre, et ça passe chez le préfet qui peut mettre un arrêté d'insalubrité qui a des conséquences assez lourdes, donc notamment suspension du bail, vous devez reloger à vos frais le locataire dans un appartement équivalent, et en plus vous devez faire le plus vite possible tous les travaux nécessaires. Donc c'est quand même un sujet, je pense que pour un propriétaire, ça fait partie des choses qu'on veut le plus éviter. Et en fait, le pire dans cette histoire, mais qui est assez régulier quand vous regardez un peu comment ce type d'histoire arrive à des propriétaires, c'est que effectivement, son appartement, je pense qu'il est pas insalubre. Pour moi, il est limite de l'insalubrité. À savoir qu'elle est quand même depuis 2009 dans cet appartement. Enfin, je veux dire, ça date quand même de largement avant nous, et 2009 à maintenant, ça fait quoi ? Ça fait 15 ans quasiment. C'est ça, mais le vrai problème en fait, c'est que c'est des défauts d'entretien du locataire. C'est-à-dire qu'en fait, certes, le propriétaire doit faire les travaux nécessaires. Le problème, c'est qu'en fait, la plupart des problèmes sont dus à un manque d'entretien de sa part. Et forcément, si l'appartement est pas entretenu, il peut assez facilement s'abîmer. Et notamment dans notre cas, parce qu'il faut savoir que l'insalubrité, c'est pas juste le fait que l'appart il soit abîmé, parce que c'est pas ça qui fait de l'insalubrité. L'insalubrité, c'est très souvent une question d'humidité et d'aération des appartements. Et en fait, dans notre cas, ce qui est vraiment reproché, c'est de l'insalubrité dans la cuisine et dans la salle de bain, sauf qu'en fait, c'est dû à des dégâts des eaux. Soit directement de la cause de la locataire, parce qu'en fait, il y a marqué justement que les joints n'ont jamais été refaits. Oui. Donc en fait forcément ça c'est à la charge du locataire. Si les joints sont pas refaits, vous avez de l'eau qui fuit de l'évier, de la baignoire, et en fait ça s'infiltre partout, ça abîme les murs. Et en plus il y a, et ça on est au courant parce qu'en plus elle m'avait prévenu, il y a des dégâts des eaux qui ont eu lieu à cause des voisins, donc un dans la salle de bain et un justement dans la cuisine, qui est dû, justement quand vous avez un dégât des eaux du voisin, la loi impose au locataire qu'il le déclare à son assurance, et c'est son assurance qui se retournera contre l'assurance du propriétaire ou du locataire de l'appartement qui est à l'origine du dégât des eaux, et qui viendra faire les réparations. Et ça je lui ai dit par message, parce qu'en fait elle m'a dit oui, il y a une fuite d'eau, ça fuit. J'ai dit d'accord, mais il faut que vous déclariez vraiment le dégât des eaux à votre assurance. Je pense qu'elle n'est pas assurée déjà pour commencer. Moi à l'époque elle m'avait donné une attestation. Après c'est vrai que là cette année par exemple je l'ai pas eu, donc peut-être qu'elle est plus assurée cette année, et donc c'est toujours pareil, c'est toujours de sa faute. Oui. Et le souci, c'est que nous maintenant, on va devoir prouver qu'il y a bien eu des dégâts des eaux, faire intervenir un expert. Enfin, ça peut vite compliquer pas mal les choses. Yes.
Et en fait, c'est quand même assez désagréable parce que vous recevez un courrier recommandé, vous êtes au courant de rien, vous vous rendez compte que l'État est passé chez vous sans vous prévenir, Ouais. en vous disant il y a ça. C'est ça, en mettant 100% de leur procédure à votre charge, en fait, contre vous, sans, en fait, simplement vous proposer de venir sur place, de discuter, et bien de se rendre compte qu'à un moment donné, quand tu as un dégât des eaux dans une salle de bain, c'est marqué dans la loi que c'est le locataire qui doit le déclarer. Puis avec plein d'imprécisions, ils nous disent que oui, elle est là depuis 2018, pas du tout, elle est là depuis 2009, qu'elle vit seule, absolument pas, elle a un compagnon qui nous verse le loyer depuis 2 ans. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a plein d'imprécisions comme ça, et surtout... Et sans oublier que c'est marqué nulle part, qu'en fait, on lui a donné un congé pour vente 2 mois avant, et que donc, en fait, juridiquement... Par mauvaise foi, voilà. Ça se voit que c'est de la mauvaise foi, parce que pourquoi est-ce qu'elle attend le moment, donne un congé pour vente pour commencer à faire venir le service de l'hygiène pour constater qu'elle-même n'a pas entretenu l'appartement, quoi. Donc vous imaginez bien, en plus quand on a reçu ce recommandé, nous ce qu'on a vu c'est qu'en fait au 31 octobre elle se cassait pas et qu'on allait être retardé pour les travaux, sachant que nous on aurait aimé bénéficier de l'argent de la revente pour pouvoir faire un dernier investissement IMO par la suite, vu qu'après on sera plus en CDI et difficile de financement. Donc ça compliquait pas mal nos points, donc, et puis même c'est quand même un régime juridique. Enfin, si vous voulez, vous prévoyez vos plans, vous dites je vais vendre l'appartement fin d'année, vous faites pas ça pour vous retrouver dans des galères pas possibles, avec en plus peut-être garder une locataire plus longtemps. Puis en plus, c'est quand même très désagréable, enfin tout ce système-là, c'est-à-dire que l'État vient chez vous, je vous préviens pas. Cette dame-là, on l'a pas choisie, c'est peut-être aussi pour ça que le prix de l'appartement était pas aussi, n'était pas au marché. Mais en fait, le 3/4 de son loyer est déjà payé par la CAF, tu vois. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, elle nous fait chier, quoi. Je veux dire vraiment, je peux pas me la sentir. Elle nous fait chier et elle a pas la correction non plus de nous prévenir. Au fait, j'ai fait venir... Oui, ou même... Elle a sûrement été conseillée par une association de merde, par anti-propriétaire. Anti-propriétaires qui nous font... Enfin, voilà. Et en fait, tout est contre vous. C'est-à-dire que vous avez rien demandé. Elle nous a jamais envoyé un recommandé pour nous prévenir qu'il y avait des dégâts des eaux. Mais c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, déjà, de base, normalement, dans la procédure, quand, par exemple, je vous le donne, si vous êtes locataire et que votre propriétaire refuse de faire des travaux qui sont à sa charge, vous devez le mettre en demeure. Et à l'issue du fait que vous l'ayez mis en demeure et que vous lui laissez un délai raisonnable pour intervenir, là, vous pouvez convoquer les services d'hygiène locaux. Et le souci, c'est que là, ils ont été convoqués, on n'a même pas été au courant, et en plus, on n'a même aucune trace par écrit qu'elle nous demandait de faire quelque chose. Mais ce qui est normal, parce qu'en fait, elle sait qu'elle n'est pas dans son droit, elle aurait pas pu nous envoyer un courrier auquel on aurait normalement répondu qu'en fait, le dégât des eaux, c'était à elle de le déclarer, quoi. Et encore une fois, nous on a mis en place des choses parce qu'on savait de toute manière que même à terme, si on le récupérait, il fallait faire des travaux. C'est vrai qu'il y a une menuiserie qui est pas top, mais déjà d'avant qu'on l'acquiert. Ouais, sauf qu'en fait on a déjà payé le changement en plus. Voilà, donc en fait on a mis ça en place. Elle ouvre pas aux gens du syndic, elle ouvre pas à l'artisan. Ouais. En fait, au bout d'un moment, elle veut un coup de tête en fait. Non mais vraiment c'est très agaçant que de prendre des leçons de morale par des gens qui déjà sont bêtes pour commencer, qui sont jamais à jour de leur loyer parce qu'elle est toujours plus ou moins en retard. Alors elle finit toujours par payer, mais elle est quand même toujours plus ou moins en retard. Et en plus, qui est même pas diligent avec les artisans qu'on envoie et qui ose après se plaindre que l'appartement est insalubre. C'est ça. Et en plus, vraiment, moi je trouve qu'en plus ça peut même, je trouve, mettre quelque part un coup à votre ego de propriétaire, parce que vous avez tout de suite en fait l'État qui commence à venir vous classer comme un mauvais propriétaire qui loue des logements insalubres, donc presque qui vous fait passer pour un marchand de sommeil. Sauf que vraiment nous, alors je vais pas exagérer, on n'est pas non plus aux petits soins des locataires, mais en fait on se comporte juste de manière normale et on respecte nos locataires, dans le sens que pas plus tard que la semaine dernière, on a eu sur un chauffe-eau un groupe de sécurité qui a lâché, donc en fait la locataire n'avait plus d'eau chaude et notre plombier est intervenu dans la journée. Dans la journée, on lui a remis l'eau chaude. Je l'ai eu le midi. Moi, je connais des amis qui ont été locataires d'appartements. Quand ils ont un problème d'eau chaude, ils sont restés 2 semaines sans eau chaude, à que le propriétaire intervienne. Et franchement, rester sans eau chaude, c'est un vrai souci. Ouais. Et honnêtement, nous, c'est les genres de trucs où voilà, s'il y a un problème d'électricité, ça nous est aussi arrivé. Il y a quelques mois, sur un autre appartement, il y a eu un problème d'électricité sur un compteur. Il y avait plus de jus dans l'appartement parce qu'apparemment il y avait eu on sait pas trop ce qui s'est passé. Apparemment, il y a un fil qui s'est débranché tout seul. Bon, bref, ça peut arriver. On a fait directement interviewer un électricien qui a démonté le compteur, qui a vu le problème, qui a rebranché le fil et qui a remis l'électricité dans la journée même au locataire. Donc vraiment, c'est les genres de trucs où on rigole pas là-dessus, parce qu'on sait bien que quelqu'un peut pas rester dans un appartement sans eau ou sans électricité. Le souci, c'est que là, en l'occurrence, on n'est pas responsable des dégâts qui ont été faits dedans, parce que c'est un manque d'entretien. Et puis pareil, les dégâts des eaux,
à la fin, c'est encore nous qui allons devoir les gérer parce que légalement, c'était à le locataire de gérer le dégât des autres, faire venir son assurance, qui allait faire venir un expert, qui allait faire des devis, qui allait envoyer une société. Ça, c'est dans la loi, c'est au locataire de le faire. Mais comme, en fait, c'est des gens qui pensent que vous êtes à leur service, que vous êtes leur larbin et que c'est à vous de gérer ce genre de choses, alors que la loi le met à leur charge, vous vous retrouvez dans des soucis comme ça. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très dérangeant. Donc on s'est pas démonté, passé un peu le coup de la nouvelle, etc. C'est vrai que franchement ça nous a mis un coup sur le moment parce que on était déjà en galère sur d'autres choses et là franchement ça nous a... C'était le coup de trop. C'est ça. Donc après on s'est calmé, on a regardé la procédure, déjà vice de procédure, il me semble qu'il y a déjà un vice de procédure. Oui, mais ce qui nous a surtout rassuré, et c'est là que vraiment on vous dit d'être procédurier, ça rejoint le début de l'anecdote, c'est qu'en fait le fait qu'on ait fait la signification de non-renouvellement, enfin de congé pour vente par huissier, ça ne peut pas suspendre la fin du bail. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, elle doit partir au 31 octobre. Donc en fait, nous, bien évidemment, on va répondre à la mairie, on va répondre au comité et on va tout faire pour s'opposer. On va être comme eux en fait. On va attendre le dernier jour pour envoyer le recommandé, pour qu'ils puissent nous faire une réponse. On va nous demander... propose un rendez-vous par courrier. Voilà, par courrier, pas recommandé encore. Donc vous imaginez bien, c'est l'État, ça va prendre des mois. Donc en fait, on va vite arriver au 31 octobre. C'est ça. Et là, on va dire, on va faire les travaux du coup. C'est ça, exactement. C'est la stratégie qu'on a employée. Également, ce qu'on a fait, ce que je vous conseille de faire, c'est que sur cette... nous, on prend quand même assez régulièrement des assurances protection juridique. Oui, c'est très pratique en vrai. C'est très pratique parce que ça vous permet quand même d'avoir un certain support juridique. Alors même si... un conseil, rien qu'au téléphone. C'est ça, avoir un avis de plus parce que même si, voilà, moi j'ai un niveau juridique suffisant pour aller moi-même chercher les textes de loi, ce que j'ai fait, ou même la jurisprudence que j'ai fait dans le cas en question, au moins vous avez quand même un avis autre sur un juriste qui a peut-être déjà vu le cas avec un autre de leurs clients, parce que moi je suis pas avocat, donc je sais pas de ce genre de soucis que je vois au quotidien. Je sais que mon expérience personnelle et les textes de loi que j'arrive à trouver, donc c'est quand même pas mal, donc on est accompagné là-dessus. Donc là, au point où on en est, on va répondre à la procédure, et comme on vous a dit, on va essayer de gagner le maximum de temps pour qu'on arrive à la fin du délai du préavis, et tout simplement dire, voilà, là, le bail est fini, et au revoir. Parce que des fois, en fait, quand vous êtes toujours pareil, face à l'État, on vous l'a toujours dit, vous êtes le pot de terre face au pot de fer, donc vous gagnerez pas. Alors, défendez-vous, ça c'est certain, mais quand vous pouvez comme ça avoir des astuces du style épuiser les délais pour mettre fin tout simplement au litige le plus vite possible. C'est triste, mais c'est ainsi. Hein. Vraiment, on a trop l'habitude de ce genre de choses. Donc, mais c'est vrai que quand ça vous arrive, vous pouvez vite avoir l'impression que ça va prendre un coup de massue, vous regardez les conséquences juridiques, vous pouvez voir que ça peut quand même vous coûter assez cher, etc. Tu vois, moi ce qui m'agace surtout dans cette histoire, c'est que, en fait, on la connaît, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est factuel, c'est quelqu'un de bête. Vraiment, c'est un... Enfin, elle est pas très intelligente, elle aurait jamais eu l'idée de faire venir le truc d'insalubrité. Je pense qu'elle a contacté une association pour avoir un logement en urgence, parce qu'actuellement on a des contacts avec elle et rien d'anormal, elle paye son loyer, enfin je veux dire, il y a rien de bizarre. Elle a même pas, c'est-à-dire que dans les contacts avec elle... Elle a pas évoqué du tout ça. Elle a pas évoqué ça. Je pense qu'elle est pas au courant. Moi je l'ai pas évoqué non plus parce que du coup en fait ça servait à... En fait je me suis dit soit elle l'évoque et ok on en parlera, soit elle l'évoque pas et c'est ce qu'effectivement qu'on pense qu'en fait c'est pas elle qui est derrière, c'est certainement une association qui est derrière cette histoire. Parce que du coup il faut la reloger et du coup je pense que c'est pour la faire passer en priorité. Il me semble qu'elle a 2 enfants adolescents aussi, donc ça fait mère de famille seule. Qui est pas seule. Officiellement, parce qu'elle est pas seule, mais bon, bref. Parce qu'elle est pas seule, bon, c'est un autre débat. Moi, ce qui m'a saoule, c'est que c'est sûrement une asso de merde, payée par mes impôts, qui vient me faire chier, tu vois. Vraiment, je suis très colère. Ah, mais ça, c'est... D'ailleurs, ça me fait rebondir à une toute petite aparté là-dessus. Ouais. Sur le groupe des investisseurs où je suis, ce matin, j'ai vu passer sur WhatsApp, il y a carrément des avocats qui font de la publicité Facebook avec des pubs du style, on voit un jeune étudiant et il y a marqué je peux te donner une solution pour que tu te fasses rembourser 2 ans de loyer. Et en fait, c'est des avocats qui se proposent en fait de défendre les locataires et notamment contre les augmentations de loyer des propriétaires ou par rapport au plafonnement des loyers dans des grandes villes ou par exemple quand vous faites vraiment des appartements qui sont qualité plus, à ce moment-là, vous pouvez, même s'il y a le plafonnement de loyer, demander un complément de loyer de 20-30% qui permet en fait de déplafonner entre guillemets le loyer de l'appartement parce qu'en fait, c'est normal. Si à un moment donné, vous faites des prestations de ouf dans un appartement, le loyer doit être à la hauteur des prestations. Et en fait, ce type d'avocat se propose du coup de défendre gratuitement des étudiants ou n'importe qui est locataire pour justement aller rechercher le loyer
au propriétaire et se partager le bénéfice avec la personne en question. Sauf qu'encore une fois, c'est totalement immoral, moi je trouve, parce que le loyer il a été fixé, c'est-à-dire que le locataire qui a choisi l'appartement, il a pris l'appartement parce qu'il était sympa et il a accepté le prix qui allait avec. C'est pas le propriétaire qui du jour au lendemain a décidé de tripler le loyer, quoi. Enfin ça c'est impossible et ça n'arrive jamais. Donc c'est un petit peu reprendre la parole qu'on avait au début de l'accord sur la chose et le prix au moment de la mise en location de l'appartement pour plus tard venir essayer de rechercher la responsabilité du bailleur pour récupérer le loyer. Enfin bon, je trouve ça complètement fallacieux et tu vois ça rejoint un petit peu l'anecdote qu'on vient de raconter, quoi. C'est clair. La dernière. Pour finir, puisqu'on est déjà à 1 heure de tournage. La dernière, en fait, on ne l'a jamais parlé sur le podcast, alors que pourtant, là, ça se finit seulement, je dirais, il y a à peu près 2 mois, je pense. 3 mois. Mais c'est un problème qui a duré plus de 6 mois, je pense. Ouais. Qui nous a vraiment, je sais pas comment dire, vraiment une charge mentale de malade et surtout, je sais pas comment dire, on avait l'impression de jamais s'en sortir, en fait. Ouais. C'était un truc de fou. Et toujours sur le même immeuble. Mais là encore, on peut pas savoir, ça aurait pu tomber sur un autre immeuble. En fait, l'immeuble n'est pas sujet au problème de base. Juste, voilà, faut faire attention à qui on choisit, je pense. C'est ça. Alors là, encore une fois, j'avais choisi une étudiante qui avait une garantie fiscale. Enfin, tous les voyants, pardon. Lapsus, tous les voyants étaient ouverts. En plus, elle m'a toujours payer les loyers, donc ça n'a pas été un souci. Le problème, c'est que ça, malheureusement, je m'en suis découvert qu'après. C'était quelqu'un d'extrêmement sale. Et on s'en aurait pas... Je pense qu'il ne se lavait pas parce qu'en fait, il y avait des affaires dans la douche. Enfin, si vous voulez une douche, je sais pas, je pense que chez vous, il n'y a rien dans la douche parce que là, si vous douchez tous les jours, vous pouvez pas stocker des affaires dans la douche. En fait, chez elle, quand on y allait, il y avait des affaires dans la douche. Donc, à mon avis, elle ne se douchait jamais. Et donc ça, déjà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et vraiment, l'appartement, je pense qu'elle ne l'a jamais lavé. Non. Et elle est restée 2 ans. 1 an et demi. 1 an et demi. Et en fait, le problème, c'est que... Enfin, vas-y, je te laisse parler. Oui, et du coup, surtout qu'en fait, c'est un tout petit studio qui est pas très loin du coup du centre-ville. Et elle était étudiante, il me semble, au lycée à côté ou un truc comme ça. Et en fait, d'un coup, elle a emménagé avec quelqu'un. Enfin, quelqu'un a emménagé avec elle, du coup, son compagnon, je suppose. Et moi, je pense que tout ça part de là parce que lui, pour le coup, ça se voyait un peu plus. Je trouve qu'il était pas propre. Ouais. Et à un moment donné, il s'est pointé avec des cartons et en fait, on suppose que le problème a démarré de là. De là. Et souvent, c'est comme ça, parce que s'il n'y en avait pas dans l'immeuble, on parle de cafards du coup, on l'a même pas précisé. Oui, c'est vrai qu'on l'a même pas. On va raconter une anecdote d'une invasion de cafards, mais vraiment, vous donnerai quelques détails, mais c'est pas genre 3 insectes, là, c'était des milliers. Oui, et du coup, le désinsectiseur nous avait dit que c'est souvent comme ça que ça arrive, c'est par affaire de quelqu'un d'autre d'extérieur. En fait. Lors d'un déménagement, pardon. Et comme c'est arrivé, comme l'infestation a commencé quasiment 1 an après qu'elle y soit, ça correspond justement au moment où son compagnon a emménagé avec elle. Et en fait, elle a changé pas mal par rapport au début quand la mise en location. Donc c'est là que je vous dis, des fois, vous vous retrouvez mêlés aux problèmes des gens, de vos locataires. Ça, malheureusement, on peut rien y faire. C'est que je pense qu'ils sont devenus drogués. Oui. Parce que on a entendu des autres voisins, etc. Ils m'ont dit que voilà, ils prenaient beaucoup de drogue. En plus, ils recevaient souvent des amis dans leur appartement. Et vraiment, pour recevoir des amis dans un appartement pareil, c'est que vos amis sont comme vous, parce que vraiment, moi, l'appartement, quand j'y allais, je n'osais même pas toucher un meuble tellement il était sale. Même ta mère, elle était choquée. En plus. Ah ouais, même ma mère l'a vu et même le désinsectiseur, il a été choqué. Ouais. Et en fait, je sais pas comment ils ont fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, un jour, elle me contacte, elle me dit qu'il y a une invasion de cafards. Oui, qu'il faudrait faire un truc parce qu'elle commence à avoir des cafards. Et le souci, c'est que légalement, le propriétaire est responsable des cafards que si, quand vous mettez un locataire dedans, il y a déjà des cafards. Si les cafards apparaissent après, c'est que c'est le problème du locataire. Mais moi, à l'époque, j'étais pas allé dans son appartement, je savais pas qu'il était aussi sale. Mais bon, si vous voulez, les cafards, c'est un problème où ça peut vite envahir tous vos appartements. Et comme c'était un immeuble où il y avait 3 appartes, j'ai pris un peu les devants parce que le problème de cafard est rapidement, en quelques semaines, est devenu extrêmement grave. Oui, en fait, ça a pris tous les immeubles, tous les appartements. Ça a pris tous les appartements, donc là, c'est devenu mon problème. Donc, j'ai pris le problème en main, j'ai fait intervenir un désinsectiseur à mes frais pour l'intégralité de l'immeuble. Faut savoir que ça coûte 350 balles à peu près. Puis je vous laisse imaginer, on était un peu en litige avec celle du 3e, donc en fait, ça n'a rien arrangé. Ça n'a rien arrangé. Celui du 2e était pas spécialement propre non plus, mais il était pas là souvent, donc en fait, c'était pas lui le problème. Je pense qu'on s'en est même pas rendu compte parce que il
il venait quasiment jamais à son appartement. C'est ça. Et donc je fais intervenir le désinsectiseur, je vais là-bas sur place avec lui, et vraiment quand j'ai vu l'état de l'appartement il était sale, mais vraiment genre il était sale au point où si vous mettiez de l'eau par terre, l'eau était immédiatement noire. Vraiment, je l'avais jamais vu Truc pareil. un appartement aussi sale. C'est-à-dire que je sais pas, c'est presque le garage que vous avez chez Papy où il y a toutes les affaires depuis 30 ans. Il est plus propre que son appartement. Je sais pas comment on l'avait fait. Des insectes partout. Des insectes partout, des centaines et des centaines de cafards qui grouillaient, qui couraient partout sur les murs. Parce que au bout d'un moment, t'as dû faire intervenir quelqu'un pour le DPE. C'est là où on s'est rendu compte de l'ampleur parce que vous savez, on délègue l'insectiseur machin, et en fait, c'est là où on s'est rendu compte que c'était pas possible, quoi. Et apparemment, ta mère, elle a tapé sur alors comment on appelle, c'est une espèce de plaque, vous savez, qu'on met derrière un fond de hotte, et apparemment elle a tapé dessus pour voir, et en fait il y a des milliers de cafards qui sont sortis de derrière. Il y avait des nids partout dans l'appartement, vous aviez des nids sous le frigo, on retrouvait des cafards jusque dans le frigo, dans le congélateur, j'en ai retrouvé gelés dans le congélateur. Dans le lit, en fait ils tombaient sur elle la nuit, et elle dormait dessus, elle les écrasait. Enfin c'était inimaginable, vraiment. Je pense que c'est difficile d'imaginer. Je sais pas, on n'a même pas trop de photos tellement que je sais pas si je pourrais en mettre. Si, j'ai quelques photos, mais le problème c'est que même les photos ça rend pas comme c'était. Et en fait, vraiment, cette histoire de cafard, mon désinsectiseur il est intervenu 3 fois. Faut savoir que normalement des insectiseurs ça vient 1 fois, 2 fois. Là il est venu 3 fois, et au bout de 3 fois il y avait plus de cafards dans les autres appartements, mais il y en avait toujours dans le sien. Et sans fin, quoi. Vraiment. Et le désinsectiseur m'a dit le problème c'est que son appartement est tellement sale que je peux passer toutes les semaines, il y en aura toujours autant. C'est ça, c'est qu'en fait c'est que quand il passait, si elle enlevait pas tous les cadavres et tous les insectes, en fait, parce que du coup on s'est vachement renseigné sur les cafards, ils lâchent des œufs en fait. Oui. Et du coup si elle nettoie pas et qu'elle enlève pas les œufs, on s'en sortait pas. Mais là, on était tombé sur vraiment, du coup c'était tellement important que ça a mis du coup 3 mois après, je pense, à être réglé. Ah ouais. Mais vraiment, l'appartement aussi sale, c'est comme dans Le Roi Lion, c'est Monsieur et Madame Porc. Ouais. Je te jure. Et en fait, comment on a réussi à résoudre le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit à la locataire, il faut que vous partiez. J'ai dit là, vous pouvez pas rester, vous êtes en train de me contaminer tout l'immeuble avec vos cafards. Et elle a finalement accepté de partir au bout de 2 mois, je crois. Et parce qu'en plus, le pire, c'est qu'elle avait le culot de me dire qu'elle nettoyait, qu'elle était propre et que c'était pas elle le problème. Donc, parce que ça, on peut peut-être le dire, mais c'est de vous à nous. Du coup, pour le truc du DPE, en fait, on n'avait pas le choix que pour louer l'appartement du 3e, je crois, de faire le DPE partout. Et du coup, on en a profité pour faire le sien en même temps. Elle n'était pas là ce jour-là. Mais elle m'avait laissé un double des clés, donc on était rentrés chez elle comme ça. Et oh là là. Je vous jure, l'appartement. Et une puis, odeur. Et oui, et puis vous aviez les poubelles partout. Il y avait, en fait, c'est simple. Pas de place sur le comptoir. Elle avait des jus d'orange, des assiettes. Il y avait des vieux matelas qui avaient, je pense, été récupérés dans la rue. En plus, je crois qu'ils avaient un chien. Enfin bref, c'était vraiment un carnage cet appartement. Moi, je m'étais pris la tête un peu avec elle pour lui dire que vraiment il y avait un manque d'hygiène. C'est ta mère qui m'avait dit de dire ça, genre de femme à femme, de lui dire vraiment que c'est dégueulasse et que c'est inadmissible et qu'il faut faire un effort d'appeler une assistante sociale, parce que en fait qu'importe où elle ira, ça sera comme ça. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui a un souci, je pense. Et du coup vraiment elle entendait pas raison. Elle disait que c'était incroyable qu'on puisse lui dire qu'elle avait un manque d'hygiène. Enfin, là, il y avait des vêtements dans la douche. C'est ça. Mais même le jour où on a fait l'état des lieux, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que les murs qu'on avait repeints en blanc juste avant qu'elle rentre dans l'appartement, ils étaient même pas jaunes, ils étaient noirs. Ouais. Cet appartement, quand elle est partie, on a eu 2 semaines de nettoyage. Et heureusement, on a gardé la caution. Visal nous a indemnisé de 2 mois de loyer parce que. Elle t'a envoyé un texto. En fait. Oui, en plus, elle a eu le culot de m'envoyer un texto en disant que, en fait, l'appartement, elle me l'avait rendu en bon état, qu'il n'y avait pas de raison d'avoir l'indemnisation Visal. Enfin bref, jusqu'au bout, et le problème des cafards, c'est que même quand elle est partie, on n'a pas réussi à résoudre le problème tout de suite. Ouais. Parce que moi, je me suis dit, on va tout nettoyer, il n'y en aura plus. Et en fait, on a nettoyé tout l'appartement pour vous dire, je mettais de l'eau de javel pure sur le sol. Parce que le sol, il y avait tellement d'insectes et c'était tellement sale que je me suis dit, allez, je vais tout passer à l'eau de javel, comme ça va tout tuer. Et en fait, les cafards, c'est extrêmement résistant. Ouais, on a mis des fumigènes, on a mis parce que tout un tas de produits. La maman de Julien est vétérinaire et du coup, elle a quand même des produits un peu costauds. Ouais. Surtout en normes d'insectes et tout ça. Enfin, je veux dire, elle gère, quoi. Ouais. Du coup, on a mis des fogs. Enfin, je veux dire, des trucs vraiment costauds, quoi.
rien n'y faisait. Et le problème, c'est qu'en fait, les cafards, ils s'étaient mis vers un faux plafond en lambris. Les cafards avaient fait les nids dans le faux plafond. Donc, les seuls moyens, on a fini par en résoudre, c'est que j'ai dû siliconer tout le plafond. C'est-à-dire qu'en fait, tous les petits endroits où passaient les cafards dans le plafond, je les ai siliconés. Et en fait, ce qui a vraiment marché, c'était qu'il fallait vraiment que l'appart reste très propre. Et j'ai dû remettre ça aussi. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Au début, je pensais qu'il fallait juste acheter de l'anti-cafard et que ça suffisait. Le souci, c'est que les cafards, c'est des insectes qui sont très, 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 très résistants. On a mis beaucoup de thunes dans des anti-cafards du style Le Roi Merlin ou des trucs comme ça. Ne faites pas ça. Qui sont nuls. En fait, vous allez payer 10 balles des tubes qui vous allez utiliser en une fois. Et là, le tube qu'on a actuellement, qu'on a toujours... Je l'avais pris sur Amazon, il m'avait coûté 30 €. Ouais. Mais pour le coup, c'était un produit qui est, je crois, 10 fois plus puissant. Et celui-là, pour le coup, c'est ce produit-là qui, en 2 semaines et demie, a stoppé complètement l'invasion. Et là, après, il fallait entretenir. Et là, maintenant, il faut entretenir. À chaque fois que les œufs écloraient, il fallait en remettre parce qu'en plus, les cafards se bouffent entre eux. Enfin, vraiment, c'est une espèce vraiment particulière. C'est le pire insecte qui peut exister, surtout quand vous vous retrouvez dans un immeuble. Et le problème, c'est toujours le même, c'est que maintenant, même si on n'avait plus du tout de cafards dans le reste de l'immeuble, on avait toujours peur que, comme il y en avait encore dans un appartement, ça recontamine le reste, en plus, on avait trouvé des nouveaux locataires qui étaient bien. On était très stressés qu'ils aient des soucis, etc. Enfin, bon, bref. D'ailleurs, on a rentré, du coup, un locataire dans ce bien-là. Ouais. Et en fait, il en avait toujours un petit peu. Alors du coup, on a été correct, on l'a mis sur l'état des lieux, on le savait en fait. Mais oui, en fait, on a fait ce qu'il fallait de mettre assez de produits pour qu'il n'y en ait plus. On est passé toutes les semaines pour pouvoir l'entretenir et c'est fini. C'est fini depuis 3 mois. Et honnêtement, j'en suis tellement traumatisé de cette histoire de cafard que maintenant, à chaque fois qu'un locataire s'en va, que je fais un état des lieux de sortie, je remets du produit anti-cafard partout. Oui. Et j'en remets régulièrement dans la cage d'escalier pour être sûr que si jamais, je ne sais comment, il y en a un qui sort ou qui revient, parce qu'après les cafards, ça peut arriver par les égouts, ça peut arriver des immeubles voisins, il y a beaucoup d'endroits où ça peut passer, ça peut même arriver de la rue, ça peut arriver de pas mal d'endroits, surtout qu'on est dans une région où il fait chaud. Ça donne une odeur, je vous imaginez pas. En fait, je crois que ça lâche des phéromones, c'est ça ? Ça lâche des phéromones et ça pue. C'est horrible, ça sent pas la poubelle, ça a une odeur vraiment très particulière, ça sent la saleté, je sais pas comment dire, Ça sent les égouts. Putain, à chaque fois dans la cage d'escalier, je sentais que ça allait pas mieux, enfin, c'était affreux vraiment. Ça nous a vraiment... C'était quand ? C'était fin de l'année 2023. En fait, ce qui nous a surtout tué, c'est qu'en fait, si vous voulez, pourtant j'avais pris un désinsectiseur, etc. Mais bon, c'était sans doute peut-être pas le meilleur. Il était quand même intervenu 4 fois, sachant que moi j'ai payé qu'une désinsectisation, donc il est gratuitement les autres fois. Même, Et il m'a conseillé quand même, et en fait, plus ou moins il m'a fait comprendre que en fait un désinsectiseur, quand il y a quelques insectes, il arrive, il repart, il y en a plus, mais il me dit que quand il y en a comme ça des invasions, ça dure. Et en fait, c'est plus vous en avez, plus l'invasion va durer longtemps, jusqu'à ce qu'en fait on en tue de plus en plus, c'est-à-dire peut-être la première fois vous en tuez 70%, puis vous en retuez 70%, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et finalement, on a réussi à arriver au bout. Mais ce qui nous tuait, c'est qu'en fait, on allait toutes les semaines pour nettoyer, toutes les semaines pour mettre du produit. En fait, on avait l'impression que ça s'améliorait pas. Sauf qu'il y avait la route, le quotidien aussi à gérer, et qu'en fait, à chaque fois qu'on arrivait, qu'on envoyait sur les murs, vraiment, c'était... un coup de déprime sans fin. Alors vraiment sur la fin il y en avait peut-être 2-3, mais en fait on savait que si eux ils répondaient on repartait en fait, donc complètement. Julien à la fin il arrivait à les choper par les antennes. J'étais devenu un expert. Moi je touche pas ça. J'étais devenu leur pire cauchemar. C'est ça, et puis il y en avait ça sortait de partout des fois. En fait on se rend pas compte, mais ça peut se loger dans les plafonniers, dans les VMC. D'un coup tu tournes la tête et là hop il y en a un qui bascule alors qu'il y a genre 2 secondes il y était pas, enfin c'était sans fin. Et vraiment, ça aurait pu arriver à n'importe qui, honnêtement, elle a mal tourné, je pense. Ouais. Et encore une fois, vous voyez un problème pour lequel on n'était pas responsable, et en tant que propriétaire, on s'est retrouvé à gérer, quoi. Donc en plus, ça nous a mis le bordel avec celle du dernier. C'est pour ça. relouer, au bout d'un moment, on n'avait plus personne. Personne dans l'immeuble, donc je vous laisse imaginer le cash flow. Et en plus, il fallait gérer ce problème. Enfin, vraiment... J'ai fait des travaux et les artisans ils m'ont dit que même eux pendant les chantiers ils en avaient. Enfin bon bref c'était vraiment un enfer. Pour nous qui sommes quand même très maniaques etc. Moi je veux dire. Moi je veux dire c'est toujours pareil. Hein. Je louerai jamais un appartement à locataire si l'appartement est dégueulasse. Tu vois, même si le locataire précédent l'a laissé dégueulasse, je vais passer un coup, je vais nettoyer et tant pis je facturerai sur le dépôt de garantie du locataire précédent. Mais quand vous prenez un appartement s'il est dégueulasse, vous allez le rendre dégueulasse à la fin au propriétaire, sauf si vraiment vous êtes sympa. Du coup, moi, je fais en sorte que les appartements soient propres. Et là, vraiment, c'était un problème de ça. Pour le coup, c'était un vrai
cas d'insalubrité, c'était les cafards, parce qu'en plus, d'un point de vue de la santé, c'est assez mauvais de vivre dedans. Ça ramène beaucoup de bactéries, de parasites. Ça peut contaminer votre nourriture, etc. Donc c'est assez grave. Donc pour le coup, c'était un vrai problème dont on a eu peur que les conséquences soient grandes, sachant qu'elles ont quand même été en termes de stress et de problèmes. Mais vous voyez, on est quand même arrivé au bout. Oui, on a quand même trouvé des solutions. Et maintenant, on est des experts, y compris dans les insectes. Experts en tout, on experts a en dit. tout, ouais. Presque ça, quoi, putain. On pensait jamais qu'un problème comme ça nous arriverait, mais bon, écoutez, ça arrive. En fait, ce qui était dur, c'est que c'était long. Ouais. C'est pas un problème qu'on règle en 3 semaines, malheureusement. C'est ça. Et parce que ça a duré 6 mois quasiment, cette histoire. C'est ça. Et je peux vous dire que quand vous avez un problème comme ça et que bon, forcément, maintenant que vous suivez un peu nos aventures, vous voyez qu'on a toujours pas mal de projets en même temps. Donc bon, on n'avait pas que ça à gérer. Donc en fait, surtout ce problème-là, voilà, la nuit j'y pensais, je me disais putain mais ça va jamais s'arrêter. On essayait de trouver des locataires pour les autres appartements. On se disait mon Dieu, mais s'ils ont on a des fait quand même plusieurs visites visites plusieurs visites où il n'y avait pas de cafards, où ils sortaient pas, où on oui, parce qu'en pas. fait ça sort surtout le soir, donc la journée, vous en avez pas tant que ça, mais venez à 17-18 heures dans l'appartement et là c'était un carnage quoi. En plus on n'avait pas de certitude de quand est-ce que ça allait s'arrêter en fait, vraiment, c'est-à-dire qu'on faisait passer des visites et on se disait putain faut que ce soit réglé avant que ça rentre. Ouais. Le coup de vraiment on était stressé, très stressé. Mais bon, maintenant ça y est, on a 3 locataires on a un locataire dans chacun des appartements, il y a plus du tout de cafards et tant mieux qu'on a réglé ce souci-là. Par contre, maintenant ça m'a fait aussi comprendre que dès que vous allez voir un de vos appartements qui est sale, vous le dites à votre locataire, faut qu'il nettoie quoi. Et à recommander, on lui avait mis à recommander. On lui avait mis à recommander aussi. Et aussi pareil pour les odeurs, les trucs comme ça, il faut que vos locataires soient propres ou alors vous le fassiez remarquer. Maintenant aussi, quand on choisit nos locataires, en plus de se demander si on va pas avoir de problème de paiement de loyer, on se pose des questions sur leur... On regarde tout, les ongles, les machins. Ouais, si la personne sent pas trop mauvais, si elle sent bon, etc. Enfin bon, bref. On regarde ce type de détails pour vraiment limiter ce genre de cas parce que vous voyez c'est un peu ça fait partie des risques et des problèmes de l'investissement immobilier, c'est que vous allez vous retrouver confronter et à gérer des problèmes de vie qui sont pas les vôtres, de simplement des gens qui sont pas propres. Donc voilà, ça faut le savoir aussi. Pourquoi on vous a présenté ces 3 anecdotes, c'est pour vous montrer un peu les trucs de fou qui peut nous arriver dans l'immobilier et dont vous n'êtes pas responsable, qu'il va falloir gérer, vous montrer comment on l'a géré, comment on est arrivé au bout. Puis là aussi, parce que du coup, quand c'est arrivé, c'est au moment où on a tourné l'épisode avec Thibaut de Bye Bye Patron, on lui en avait parlé, et je crois qu'à lui, ça lui a été arrivé aussi. Des punaises de lit, lui, des punaises de lit, et en fait, on se rend compte que on n'est pas tout seul quand c'est comme ça, et que au final, ça arrive quand même à d'autres personnes. Pas mal d'investisseurs, surtout nous dans le groupe d'investisseurs, j'en ai parlé à quelques soirées, j'en ai parlé ici. En général, tous les investisseurs immobiliers qui ont pas mal de lots ou qui sont dans l'investissement depuis relativement longtemps, ils ont déjà eu ce genre de cas de figure. Ouais. Peut-être pas avec la puissance avec laquelle on l'a eu, mais qui l'ont déjà eu, comme on vous l'a déjà raconté, mais nous on a déjà eu un mort dans un appartement il y a quelques années, donc bon, ça fait partie un petit peu toujours des mauvaises anecdotes de l'immobilier que au bout d'un moment vous en aurez, mais encore une fois quand on vous dit ça, c'est tout le contraire de vouloir vous dégoûter de l'immobilier. C'est justement pour vous montrer que même ces cas-là, vous voyez qu'il y a toujours des solutions et que même si effectivement sur le moment c'est difficile, en fait c'est ce qui justifie que l'immobilier, l'enrichissement qu'on peut en tirer et le changement de vie de gens qui quittent leur job, qui changent d'activité professionnelle, qui récupèrent du temps pour leur famille, qui voyagent plus, toutes ces choses-là qui sont chères et qui sont la raison qui vous font quitter le Boomer Dream, ils viennent de l'énergie, des efforts que vous allez mettre dans vos investissements et en fait la difficulté des investissements c'est de régler les problèmes et en fait on voulait justement pour l'épisode 50 vous raconter tout ça pour vous montrer comment on a géré ces problèmes là et surtout qu'on en est arrivé au bout. Oui, puis on le gère de mieux en mieux honnêtement, oui, les choses ça nous un dégât des eaux, qu'est-ce que ça peut bien être. Ouais, c'est ça, c'est un changement de chauffe-eau. Bon, mais si c'est juste que ça devrait aller. Une vitrine cassée. Bon, c'est juste une vitrine, on appelle l'assurance, c'est réglé. Enfin, bon, c'est vrai que maintenant il y a des choses qui sont moins graves qu'avant, mais bon, c'est encadrez bien le risque, surtout soyez très procédurier. Ouais. Je sais que ça peut être chiant, mais en fait quand il y a des problèmes, ça sauve tout en fait. Et notamment par exemple typiquement sur un cas de cafard, encore une fois, vous avez donné un appartement très propre à un locataire, il est sale, il y a une infestation dedans, n'hésitez
vous en rendez compte, n'hésitez pas à lui envoyer un recommandé, le notifier. Ça permettra toujours de vous constituer une preuve que si lui vous dit ah non vous me l'avez donné, il était déjà comme ça, alors qu'en fait ça fait un an qu'il y est et que on avait un permis loué en plus. Mais oui, en plus bon, honnêtement d'un point de vue juridique, on n'avait pas peur de l'arrêté d'insalubrité sur cet immeuble parce qu'en fait, étant donné que justement on avait un permis de louer, donc ça veut dire que la mairie était elle-même venue vérifier en amont que il n'y avait pas de souci dans l'appartement. On savait qu'on était gardé, bien protégé de ce côté-là. Donc je pense qu'on arrive petit à petit à la fin de cet épisode qui a déjà été bien long. C'est clair. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura aidé. Ouais. Bon, pas trop découragé, vous inquiétez pas. Non, surtout, mais voilà, c'est genre quand vous raconte comme ça des mauvaises anecdotes. Enfin, moi, c'est souvent l'effort que j'essaie de faire, c'est que en fait, on vous dit tout ça vraiment pour vous motiver à passer à l'action et on vous dit pas ça au contraire pour vous dégoûter, pour faire peur ou pour entre guillemets se dire qu'il faut absolument être génialissime dans tous les domaines pour investir, alors qu'en fait c'est faux. Mais juste pour que le jour où ça vous arrive, vous vous souveniez de l'anecdote qu'on vous a racontée, que vous êtes dit bon ok je suis pas le seul à qui il arrive des galères et qu'en fait vous arrivez à régler les choses. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes. Partagez cet épisode autour de vous. Nous suivre sur le compte Insta. On vous dit à la prochaine. C'est ça. Et beaucoup de force à vous. À très bientôt. À la semaine prochaine. Ciao.